Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Recarverne sur nos TV. Je suis très content de vous retrouver ce soir avec une fine équipe. Mes fidèles, bien sûr, Jean-Luc qui est avec moi. Un peu impressionné parce que nous avons, je crois, 27 caps sur le plateau. Et ils ont tous touché le Brennus et l'Europe Challenge Cup. Eh oui. Donc il va y avoir à dire ce soir. Et mon fidèle loutre en Corse. Et buonasera tutti les amis. Effectivement, il y a pas mal de caps sur le plateau, mais je vois pas beaucoup de Zoro. À mon avis, ça va être quelque chose, je pense. On a surtout la chance d'avoir une troisième ligne complète qui aurait fait des ravages, je pense, sur les terrains de top 14 et d'Europe, on va dire, avec en tête mon ami Alex, qui est notre fidèle Alex. Bonsoir à tout le monde. Moi, j'ai apprécié quand tu dis la fine équipe. Voilà, c'est ça. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Voilà, je voulais pas attaquer dans le dur direct. Donc en 6, Alex, moi je mettrais bien en 7, Arthur. Bonsoir Arthur, et merci d'être avec nous. Merci à toi pour l'invitation. Et puis bien sûr en 8, il fallait un tracteur. On a appelé Elvis. Salut Elvis. Merci. Bonsoir, merci à tous. Ça va être long, je pense. Un sacré tracteur, là. Tu dis que là, le bordel. Et donc, malgré le fait qu'il n'y ait pas eu de match le week-end dernier, cause Covid, on était tous prêts à en découdre avec nos amis Koujou. Et malheureusement, compte tenu de l'hécatombe chez eux, le match a été reporté au week-end du 1er mai. Donc on va faire en fait ce soir un retour sur la première partie de la saison, que ce soit en top 14 et en Coupe d'Europe. On va faire un retour rapide, voir un peu et puis profiter du plateau qu'on a ce soir pour avoir toute votre expertise sur le jeu en général de nos jaunards. Et puis bien sûr, Arthur, on compte sur toi aussi pour nous éclairer sur certains points aussi. Et donc on voit que tout le monde est connecté là ce soir, les fidèles Lionel, Greg, Nayat, Aurélie Postcafé, Jérôme Martin, il y a tout le fan club, les différents fan clubs. Donc Elvis, tu nous feras signe si tu détectes les messages. Alors je tiens à préciser qu'avec le temps je m'assagie. Et oui, tout le monde appréhende. Je sais pas pourquoi tout le monde appréhende la venue d'Elvis. Je sais pas pourquoi, parce que je suis large d'épaule et que je peux casser des choses, je pense, je sais pas. Alors avant de commencer ce retour sur la saison, on va quand même un peu faire un petit focus sur chaque invité, un petit retour en commençant par Elvis, un honneur aux anciens quand même, parce que Elvis a quand même commencé par être un Koujou à la base, avant de signer à l'ASM en 2001. Donc ceci explique cela.
Et voilà, Elvis, c'était donc un des tauliers de cette équipe de 2010. Si tu peux nous faire un petit retour sur ton arrivée à Clermont, toi. Moi, je sortais de Brive à l'époque. Puis quand je suis arrivé à Clermont roulait sur tout le monde. C'était l'équipe un peu qui mettait des roustes à tout le monde. Donc j'étais très honoré de pouvoir arriver là. Et je suis arrivé là en étant tout jeune. J'avais à peine 20 ans. Et j'avais connu Bébert déjà dans les présélections, équipe de France A, ainsi de suite. Donc c'est vrai que ça m'avait permis aussi de m'introduire plus facilement au sein de l'effectif assez mixte. Et après j'ai connu la méthode australienne. J'ai perdu 15 kilos en l'espace de 2 semaines. On te rassure, tu les as repris. Et dis-moi, c'était la fameuse Fat Team. C'était ça, ouais. Non, c'était le Fat Club. C'était la découverte du Fat Club, ça m'a coûté beaucoup en énergie. Ouais. Non, c'est des belles années. Je suis resté 14 ans à la SM, donc c'est 14 belles années. Ça m'a permis de rencontrer des amis comme mon ami Audebert Fridan. Notamment. Voilà, c'est ça. Non, et d'autres, Aurélien Rougerie, ainsi de suite. Donc, et puis ce qui a été mon plus beau souvenir sous ce maillot, c'était quand même le titre en 2010. Quand même. Donc depuis des années, le club attendait ça, il l'avait jamais eu. Et d'avoir gagné pour la première fois ce titre, ça a été une belle expérience. Oui, surtout que tu faisais partie de ceux qui avaient enchaîné les déconvenus. Et puis quand enfin tu décroches la timbale, je suppose que oui, c'est gravé à vie. C'est gravé à vie, surtout quand on arrive, on voit à peine le sol tellement il y a de gens, ça roule de partout. Puis on part du stade jusqu'à la place de Jaude, c'était une bondée de monde, c'était extraordinaire. Puis la bringue qui s'en est suivie, ça aussi c'était extraordinaire. Déjà, j'imagine, on va en parler à travers certaines photos souvenirs justement qui Ce qui est bien, c'est que quand vous avez fêté le titre en 2010, vous avez fait ça en étant raisonnable, quoi. C'est ça qui est bien. Super. Exactement. Super classe. Pas un pet de jeu, quoi. Pas un pet de jeu. On bougeait pas iota, on était très propre en plus à l'époque, tu vois. Ouais, non. C'était... Alors, à montrer dans toutes les écoles de rugby. Quoi. Une stat à relever quand même, Elvis quand même, 327 matchs donc avec la SM, 185 points, 37 essais ça veut dire. Donc, parce que j'ai cherché si t'avais pas mis un drop quand même, j'ai eu peur. Donc j'ai dit on sait jamais. En trébuchant peut-être, mais non en fait. Non. Et non, t'as fini ta carrière sans avoir enquis un drop. Ouais, j'aurais pu faire un peu comme toutes les stars, mais non, j'ai pas voulu faire. Voilà, et puis quand même, il faut aussi parler de tes 10 sélections en équipe de France et vainqueur du tournoi 2007, tu as participé à ce tournoi victorieux. Peut-être pas en même temps qu'Alex, hein, non 2002. Ouais, voilà. Voilà un bref retour, on va dire, statistique sur ta carrière. Et puis, si tu retiendrais quoi justement en particulier on a dit le titre de 2010, mais est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu souhaites toi faire ressortir un peu, une époque particulière par rapport à toutes celles que tu as connues? C'est pas tant une époque, c'est plutôt c'est la continuité des toutes les saisons. On est passé du meilleur au pire, du pire au meilleur, et en fait c'est la continuité des 14 années que j'ai passées au sein du club qui m'ont fait grandir, prendre de l'expérience, mûrir, qui m'ont enrichi aussi du par les contacts que j'ai eus avec divers joueurs, diverses origines. Ces 14 belles années qui m'ont permis aussi de continuer mon métier actuellement et pour m'enrichir. Et aussi d'enrichir aussi l'avenir de certains. Et oui, parce que maintenant, justement, toi, tu es dans la transmission et dans un peu le transfert de tout ce que tu as pu connaître au sein des jeunes du CUC et puis du club en général. Tu vas t'occuper de manière plus générale du club. Si tu veux nous dire 2 mots là-dessus. Ouais, en fait, je suis responsable de l'école de rugby au niveau tout ce qui est sportif et aussi de l'équipe senior. Donc, je suis entraîneur, manager de l'équipe senior. Et là, je suis en charge maintenant depuis bientôt 1 mois de la structure en fait rugbystique, des moins de 8 aux seniors. Donc, en fait, il y aura un fil conducteur, des choses à mettre en place, une philosophie de jeu, une façon de travailler aussi, une organisation différente. Donc, c'est une chose qui est vraiment intéressante. Donc, gros Elvis, projet. Oui, vas-y. Elvis, moi j'avais une question. J'ai vu que tu avais réussi, enfin je sais pas si c'est toi, c'est la question que je te pose, à labelliser le club. C'est une grosse étape pour le CUC quand même ça, non? Ouais, c'est une super étape parce qu'en plus il y a quand même 4 ans maintenant, on était en entente avec La Plaine, ça s'appelait l'ACR, on s'est retrouvé en fait
Les deux se sont séparés. La première année que je reprends le club, il n'y en avait qu'à peine 22 gamins, je crois. Et maintenant, on tourne à 110 gamins sur l'école de rugby. Donc, on fait partie des 7 seules équipes en Auvergne à être en autonomie totale sans entente. Donc, ouais, c'est un beau boulot. Et on a une équipe cadet, 2 équipes juniors. Et on a la prétention de monter en Fédéral 3 l'année prochaine avec les seniors. Donc, ouais, c'est un beau boulot qu'il fait au niveau du club. La labellisation t'apporte quoi et te contraint à quoi, en fait? Me contraint à avoir une continuité dans la formation qui est faite au sein du club, au niveau aussi bien des éducateurs que des enfants, d'avoir aussi d'aller chercher des gamins dans les écoles, avoir des interventions dans le social. Donc c'est une multitude de choses qu'il faut continuer à mettre en place et encore enrichir en fait. D'accord. Je crois qu'Elvis, c'était un exemple. C'était une belle reconversion. Tout le monde dit quand s'arrête le sport pro, qu'est-ce que ces joueurs vont faire, etc. Donc tu as à la fois toute cette vie que tu fais, que tu enseignes au niveau du rugby amateur avec le CUC, et puis tu as une autre vie professionnelle, tu arbores un superbe t-shirt, c'est avec Ovalie Original, où vous faites un certain nombre de produits, et du produit français, puisque tu travailles beaucoup avec des gens de tiers. Tu vas nous expliquer en quelques mots. Exactement, en fait, j'ai rencontré des personnes, c'est des amis surtout. On est parti, encore une fois, sur une histoire de bringue bien arrosée. Et il m'a dit, écoute, tout le monde fait des couteaux, pourquoi tu fais pas un couteau? J'ai lancé l'idée en dessinant un espèce de ballon de rugby sur un tee. Et en fait, on me dit, ouais, mais comment on peut le fabriquer? Il dit, bouge pas, on peut le faire... Je peux le faire à tiers, donc dans le cœur de métier. Et en fait, c'est un espèce de... L'idée première du couteau, c'était en fait de faire un ballon de rugby, et la virole servait de tee, donc on peut le poser. Ça s'appelle l'original. Et là, la plus grosse problématique qu'on avait, c'est qu'il n'y avait rien qui était existant. Donc en fait, c'est l'usinage main. Donc le couteau, il est fait de A à Z à la main. C'est vraiment que du manufacture. Création complète. Exactement. Et puis après, on a fait d'autres panels d'autres couteaux, des t-shirts. On est en train de lancer aussi une bière qui s'appelle la Récup. C'est exactement, ça vous fait rire, je sais. Et t'es venu les mains vides. Et je suis venu les mains vides parce qu'en fait, elle est encore en train de fermenter. En fait, on est parti du principe qu'on voulait faire une bière de récup, pour la récup bien sûr du sportif, mais aussi à base de récup de pain, parce qu'il y a une tonne de pain en fait qui est jeté chaque année ou chaque semaine, et en fait on récupère le pain qu'on broie et qu'on réutilise comme céréales. Ça va éponger en même temps en fait. Exactement. Et en fait, le pain c'est bon, c'est des... Non, mais en fait, si on t'écoute, t'es pas devenu entraîneur, t'es devenu escroc, quoi. Et l'avantage, c'est que je travaille pas dans le service, si tu vois ce que je veux dire. Hein? Jean-Michel Ladoine. Et donc nous allons, merci Elvis pour ce retour. On va parler un peu plus avec Arthur maintenant, qui a lui une carrière qui est encore toute jeune, on va dire, mais bon, t'as 26 ans maintenant quand même, donc si tu vas... Bientôt 27, ouais. Bientôt 27. Ça passe vite. Ça passe vite, hein, Et donc oui, Arthur, toi, tu es au club depuis 2012, tu étais arrivé de Bayonne, il me semble, si tu veux nous raconter ça un petit peu, ton arrivée à Clermont. Comment ça s'est fait d'ailleurs, s'il y a un peu de... Ouais, t'as bien résumé la chose. J'étais à Bayonne j'ai fait 3 ans à Bayonne avant d'arriver à Clermont. Et avant ça, j'étais dans un petit club dans le Béarn, à côté de Pau, ouais, on en parle où entraînait une personne qui était auvergnate à la base. Gilles. Ouais, Gilles Petit. Et à ce moment-là, des entraîneurs, Sam Cherouk, Fred Churous, qui ont entraîné les espoirs, étaient dans le coin là-bas et ils m'ont entre guillemets repéré. Ils m'ont invité à venir m'entraîner ici à l'âge de 14 ans du coup, avec les minimes et les cadets. Donc ça s'est passé comme ça le premier rapport. Bon, moi j'avais pas envie de partir aussitôt. J'aurais pu venir ici à 14-15 ans, mais j'ai préféré partir au Pôle Sport du coup à Bayonne. Donc j'ai fait mes 3 ans environ, et puis tous les ans la SM m'appelait, alors que bon, il y a eu des années où j'ai pas été forcément très très bon, quand on est jeune forcément. Il y a la bringue, des trucs comme ça. Et du coup ils m'appelaient quand même tous les ans, ils m'ont fait monter 2-3 fois avec mon père, et puis à l'âge de 18 ans, je trouvais que c'était le bon moment pour partir. Et ça s'est passé aussi simplement que ça. Je pensais pas que j'allais rester autant longtemps, et en 2021 je suis encore ici, donc c'est que ça a marché. C'est bien, c'est une belle réussite. Une belle réussite. Et puis donc du coup, les premières années espoir, donc à partir de 2012. Ouais, c'est ça, ouais. Et donc le premier titre en 2014. Une belle épopée peut-être avec
avec pas la mal personne à ma droite qui m'a entraîné cette année-là. Belle aventure. Qui était, c'était, il a commencé préparateur physique, c'est ça, au début 2012-2013, je suis pas physique. Et 2013-2014, il reprend l'équipe et on est champion de France face à l'Aviron. Il s'était pas gagné. Et ça n'avait pas fait une très belle saison. Mais, non, c'est qu'on puisse dire quoi. Mais voilà, on avait une équipe de copains, on avait des bons liens en dehors du terrain et sur le terrain, donc voilà, on a réussi à gagner ce titre. Et donc c'est quelle génération là, dans les joueurs qui il y a peut-être de connus, c'était Paul notre capitaine, Gédrasiak, il y a Falgou qui était là. Après il y a eu Farnou qui joue à Perpignan maintenant. Il y en a quelques-uns qui ont réussi à granouiller. Et à Bayonne, il y avait quand même. À l'époque, il jouait à Bayonne. C'était Bustalo, Tazo. Au talon. Je sais plus qui c'était au talon. Bref, nous on avait une belle génération quand même, mais bon. Il y a eu des matchs compliqués quand même pendant la saison, on n'était pas tous en même temps au focus. Alors là, sur le plateau, Elvis et Alex sont quand même super jaloux parce qu'ils ont dû patienter quand même relativement longtemps avant de décrocher la timbale avec Clermont, avec pas mal de défaites, de déboires. Et puis toi, on va dire enfant gâté quoi, 2017, boum. J'ai eu la chance de faire partie de cette équipe aussi, avec pas mal d'anciens. On était 4-5 jeunes à pouvoir faire la finale. Et ça a été le plus beau moment. Et comme tu dis, il est arrivé très tôt. Je dirais pas trop tôt, mais très tôt. Et on ne prend pas trop conscience quand on a 22 ans qu'on a gagné un bouquet de Brennus. Et maintenant, avec le recul et les quelques années que j'ai en plus, je comprends que c'est dur de l'avoir. Oui. Ouais. Donc on l'a raté de peu en 2019. Mais, je confirme. Vous pouvez encore plus le confirmer que moi. Mais... Arthur, il me semble que tu sors sur blessure sur la finale, non ? Ouais, je fais une commotion à la 40e, je pense, à peu près. Alors il y a Jérôme Martin qui parle de Kylian Amdaoui qui était dans cette génération. Qui jouait au Stade français maintenant. Qui est au Stade français. Je me souviens du match, pas trop du match, pas trop de la semaine d'avant. J'ai eu un bon contact. Je me souviens de Manonou, mais ça a été un peu rude. Mais bon, il y a eu un gros pète. Je me souviens de la brune que j'ai fait derrière surtout, c'était vraiment pas mal. Si je confirme tout ça, par contre j'en ai fait une belle aussi. T'as réussi quand même, ça va, j'ai tenu le coup je pense. En plus c'est parfait, après une commotion c'est impeccable. C'est parfait. On a Phil Blues aussi qui est connecté ce soir et qui a suivi tes exploits déjà en espoir avec Paul Gédrasiak justement. Oui, c'est vrai que ça faisait déjà un bel attelage. J'étais 3e ligne à cette époque. 3e ligne, j'avais mis en 3e ligne. J'avais commencé en 2e ligne en arrivant à Clermont, mais il m'a mis en 3e ligne directement dès qu'il est passé entraîneur. Et Sam était sur le banc aussi, il était entraîneur avec toi ? Non, il est revenu en cours d'année. Sam était même pas, il était venu faire la mêlée. Il venait faire la mêlée. Il fait la mêlée avec nous. Il est revenu sur la fin, mais il avait arrêté à ce moment-là. Et puis après donc tu as connu les joies aussi rapidement de l'équipe de France, avec même une Coupe du Monde à ton actif. Oui, juste derrière le titre, c'était en novembre 2016 j'ai commencé à être appelé. Et après j'ai été appelé sur les trois tournois, plus la Coupe du Monde en 2019. Donc oui, ça a été aussi rapide pour l'équipe de France, mais c'était des bons moments aussi. Oui, puis peut-être justement une accumulation aussi de matchs du coup, forcément. Toi, comment tu l'as ressenti ça, t'en as pâti un petit peu de cette. J'ai payé un peu 2017, je l'ai payé parce que j'étais moins prêt que maintenant physiquement, j'étais plus frêle et c'était plus compliqué. Donc ça a tenu une saison, mais après je me suis fait opérer de l'épaule du coup après cette finale. Et après ça a été compliqué la saison d'après, j'ai recommencé à faire des commotions. Donc il a fallu réapprendre un peu à travailler différemment parce que sinon je savais bien que ça n'allait pas durer longtemps. Quoi. C'est le souci qu'il y a, c'est qu'on ne se rend pas compte de la différence qu'il y a entre les championnats espoirs qui préparent à être à monter au top 14 et la difficulté, la rudesse du top 14. Je ne suis pas un joueur plus massif moi, donc je ne peux pas me permettre de... Même Arthur qui était au club depuis longtemps, qui s'entraînait dans une structure pro, il faudra le temps de mûrir et il le dit très bien, il a fallu quasiment 2 ans pour mûrir et cela a presque coûté cher quoi. Donc c'est le palier n'est pas toujours évident à passer. C'est vrai qu'il y a certains qui passent facilement, mais c'est pas toujours le cas quoi. Arthur, il y a 2 questions là. On va peut-être évacuer tout de suite. Il y a Lionel Ujvari qui dit c'est pas fini l'équipe de France.
et Jérôme Martin qui te demande comment vois-tu ton avenir en bleu, tu peux répondre à ça aujourd'hui. C'est toujours un objectif pour toi, l'équipe de France? C'est pas l'objectif que je me suis fixé parce que là je ressors d'une blessure encore à l'épaule, donc j'ai plutôt envie de revenir sur le terrain, essayer de faire des matchs, de reprendre du plaisir parce que je marche beaucoup au plaisir quand même. Et c'est mon objectif principal pour le moment, pour le reste de la saison, parce que encore j'en ai bien chié sur cette opération-là, donc je vais pas commencer à me fixer des objectifs qui sont trop hauts et qui sont pas accessibles pour le moment. De toute façon, j'avais une question, les gars. Vas-y. C'est possible. Ouais, Vas-y. dis-moi, Arthur. Toi, tu as été capitaine pendant un petit moment chez nous. Hein. Comment on fait quand on redescend, qu'on ne l'est plus forcément parce que tu as eu des blessures comment on gère ça dans le vestiaire? Ça n'a pas été évident quand même, non? Ouais, après, j'ai pas été capitaine longtemps. J'ai fait 2 matchs avant que je me blesse. Mais comment je l'ai géré, je t'avoue, je me suis mis un peu à l'écart, moi. J'ai du mal avec cette blessure, j'ai eu un peu du mal, notamment en décembre, janvier. Au début, ça allait très bien, et après, j'ai vu que ça allait être un peu plus compliqué que prévu, donc je me suis mis un peu trop à l'écart, je pense. J'en ai parlé avec certains, et c'est ma faute, ça. Mais ouais, c'est vrai que t'es plus dans le truc, tu t'entraînes tout seul, ils savent très bien ce que c'est. Mais est-ce que cet écart est dû, entre guillemets, excuse-moi, mais à ce capitanat que tu as eu juste avant et après cette frustration après ta blessure? Est-ce que tu penses que tu aurais été aussi à l'écart si tu n'avais pas été capitaine avant, en fait? C'est ça que je te pose, enfin, tu vois? Je pense que oui, hein, j'aurais été pareil, j'aurais réagi pareil. J'étais pas énervé de me faire opérer ou de me blesser parce que c'est une blessure que je traîne depuis mars-avril. Je savais très bien que j'allais y passer. Donc peut-être pas si tôt, je m'étais dit peut-être sur l'été d'après pour perdre le moins de matchs possible. Mais bon, c'était plus possible, donc j'ai décidé de me faire opérer là. Et puis à cette époque-là, le Covid, on jouait un match sur 2 ou sur 3, je me suis dit avec la chance que j'ai, peut-être que ça va ralentir. Peut-être qu'il y aura moins de matchs de perdus. Bon, ça n'a pas été le cas, mais c'était nécessaire, je savais que j'allais y passer, donc je n'étais pas énervé et j'aurais pas été capitaine, je pense que ma mise à l'écart était pareil parce qu'au final tu t'entraînes plus avec l'équipe, t'es forcément à part. Ouais, c'est naturellement. Ouais. Après t'es pas sur le banc, mais t'es en banc de l'équipe, je veux dire, mais t'es quand même sur un autre rythme que les joueurs qui s'entraînent et qui jouent en équipe, qui préparent les matchs. T'as un rythme qui est un peu décalé, donc et presque il y a des moments où presque tu te croises pas, quoi. Ouais, donc on se croisait à la table le midi, le matin. Après même les réunions, des fois ça tombait mal. C'est dur quand même parce que quand tu arrives un peu capitaine, c'est que t'es taulier, quoi. Et au moment où t'es taulier, tu te retrouves comme dit Alex, au banc de l'équipe, quoi. C'est compliqué, je pense. Ouais, ça fait partie un peu du jeu aussi. Ouais, bien sûr. Ce qui est dommage, c'est que du coup, justement, comme ce match contre Brive n'a pas eu lieu, parce que là, tu reprenais le flambeau, justement. Donc, on verra ce qui va se passer au niveau de l'équipe qui sera annoncée pour aller défier le Loup. Voilà, c'est sûr que mais là maintenant on attend qu'une chose, c'est de te voir gambader sur les terrains. Et puis, je ne vais pas gambader très vite au début, il ne faut pas s'attendre à des miracles, je pense. Pourtant, tu nous fais les courses à la brodière italique, un peu ta spécialité. Un peu trop exigeant, c'est vrai. C'est la condition du chauffeur de bus, quoi. Ouais, c'est ça, voilà. Il va attaquer mode Elvis, là, c'est ça tu veux dire? Je suis pas ce profil-là non plus, quand même. Et pour les discours d'avant-match, c'est Elvis aussi? Ça serait bien qu'il vienne un jour. Pour les anglophones, pareil. C'est ça. Voilà. Ça balance. Moi, je ne sois pas sur le plateau, t'aurais chargé, toi. Ça a balancé, en tout cas. Ça a balancé, quoi. Ça a balancé, c'est mais pourquoi, à ton avis, je balance des saucisses? J'ai bien compris. Donc, on va revenir, du coup, maintenant sur cette saison bizarre, quand même. Hein. Arthur, tu pourras témoigner de l'intérieur. Nous, on vit ça de l'extérieur. Les anciens sportifs de haut niveau, Elvis et Alex, aussi, ont certainement un regard là-dessus. C'est... Effectivement, on se retrouve à jouer un championnat qui est sans public. C'est très compliqué pour nous, les supporters, et pour tous ceux qui suivent l'émission, d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de supporters jaunards. Et puis, surtout, on a attaqué cette saison aussi avec, en terminant la compétition de Coupe d'Europe de l'année d'avant. Donc ça aussi, je voulais un peu avoir
un peu votre sentiment à tous, mais particulièrement toi, Arthur, qui avait fait la première partie de la compétition avec certains joueurs, avec des datos, avec des gars qui ont ensuite raccroché et qui n'ont pas pu participer à ce match-là. Ça fait partie des décisions un peu bizarres qu'il y a eu en début de saison, mais c'était très spécial de jouer un quart comme ça, même pas de supporters, rien. Après 2 matchs surtout, après il y a eu 5 mois d'arrêt, on fait 2 matchs et en gros c'est 2 matchs qui se préparent à un quart de finale. Bon, c'est très compliqué cette saison, elle est très bizarre parce qu'il n'y a plus cette vie qu'il y a autour du rugby, on ne sent plus l'engouement. Et ce qui est malheureux, c'est qu'on commence même à s'y habituer, quoi. Et ça, c'est pas bon du tout, quoi. J'ai une question justement, on parle d'engouement, il y a une question de Nayat sur la haie d'honneur qui a été faite là, avant le match. On l'avait évoqué, nous, à l'émission avant. Et je trouve que l'initiative était super, de relayer du plus possible, mais bon, c'est vrai que c'est compliqué pour les Arthur d'avoir cette connexion. Mais on sait que c'est compliqué aussi pour les supporters. On connaît la ferveur ici, c'est à remplir à chaque fois. Et c'est vrai que ça nous a fait plaisir à tous, je pense, de voir qu'il y avait des personnes, même si on sait qu'ils nous suivent, on n'est pas... Surprise ou vous êtes ouais, parce qu'on n'avait pas eu, depuis, forcément... Vous l'avez pas vu arriver, quoi. Non, franchement, non. C'est quelque chose qui n'existait pas forcément. Il y avait pas des fois quelques supporters qui pointaient leur nez quand vous arriviez au stade depuis le début de saison. Non, c'est compliqué. Ouais. Franchement, il n'y a plus de vie. Nous, on se prépare à des matchs que des fois on ne joue pas. On prend ça à l'entraînement le vendredi matin. Il n'y a plus de vie en dehors du rugby parce que là demain, chez une connerie, on fait un barbecue, on est toute l'équipe. Le lundi, il y a 4 Covid, tu te fais taper sur les doigts. Donc on n'a plus de vie à l'intérieur, nous, les gens ils n'ont plus de vie à l'extérieur. Donc tu essaies de créer des choses, mais cette année c'est compliqué de créer un esprit de groupe que tu avais les années d'avant, ainsi de suite, quoi. Moi, c'est toujours cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Ouais, c'est ça. Nous on est un peu épargnés, on en a eu quelques-uns, je fais partie en plus, mais c'est compliqué. Là on va arriver sur les phases finales. Qu'est-ce qui se passe si on prend un cas de Covid? Elle a un peu ni queue ni tête cette saison, franchement. Avec ce qui se murmure là, on en parlait. L'expulsion des clubs qui auraient des cas de Covid. Enfin, encore une fois, on est dans la NASA, quoi. Ouais, mais en fait, de toute façon, si jamais les matchs peuvent pas se jouer, on sera dans une configuration où tu ne pourras pas les repousser. De toute façon, la maladie est là, l'autre. On parlait du CAB et on en parlait en off tout à l'heure. Quand tu vois ce qui est en train d'arriver au CAB actuellement. En venant tout à l'heure, j'écoutais qu'ils avaient 8 cas de Covid supplémentaires, c'est-à-dire supplémentaires, c'est-à-dire qu'aujourd'hui ils sont à 15, c'est-à-dire c'est le contenu d'une équipe de rugby qui est touchée Covid. Et quand on sait ce qui s'est passé, tu parlais de Bayonne tout à l'heure, quand on sait ce qui s'est passé en Coupe d'Europe, j'avais eu le président Taïeb sur une antenne, on en avait parlé. Quand on sait ce qui s'est passé à Bayonne après le match de Coupe d'Europe et le mal, parce qu'aujourd'hui on en parlera peut-être du match qu'ils ont fait à Pau, mais du mal qu'ils ont pour essayer de se sauver et de rester dans ce top 14, tout ça est dû au Covid en fait. Et on ne sait pas ce qui va se passer pour le club de Brive avec l'après-Covid. Mais il y a une question justement sur y a-t-il un stress de Covid? Attends l'autre. Y a-t-il un stress de Covid là, de Tifosicep là? Bien sûr que les clubs et les joueurs ont la pression avec le Covid, c'est une évidence. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, tu ne peux pas te retrouver avec 3-4 mecs à boire un coup, faire un barbecue parce que tu n'es pas d'abri qu'il y en a un qui l'est, c'est parti, quoi. Donc ça va tellement vite. Tu rentres chez toi, t'as tes gosses et t'es pas à l'abri non plus. Exactement, c'est pareil. Tu peux l'avoir. C'est là où je voulais en venir. Là, les gars, vous avez joué tous les 3 en équipe de France. Quand tu vois la sortie des joueurs, je sais pas si en top 14 vous le faites aussi, tu vois, ça me revient pas là d'un coup. Mais que les joueurs sortent décalés pour le protocole Covid, pour les hymnes, on se fout de la gueule de qui 2 minutes après ça c'est vrai que mais ça c'est la télé. 2 mètres d'écart entre les mecs, après ils sautent dessus, ça c'est un peu bon. C'est là que le ridicule, je suis d'accord avec tout ce qu'a dit Jean-Luc, il y a des conséquences qui sont dramatiques financièrement et sportivement. Mais après, comme vient de dire Arthur, tu vois, ça tape sur l'esprit de tous les joueurs et on fait quand même un sacré cinéma alors que derrière vous rentrez dans la gueule sur le terrain. Après je me dis quand même, on a la chance de pouvoir avoir encore un championnat pro. Demande à la nationale et demande à Elvis comment ça se passe avec les mecs en fédéral et compagnie.
Et Où puis là, attention, une fois que tu as fait un Alex, toucher, le lundi, Alex, toucher mardi, après c'est fini. Hein. Alex, on n'a pas encore fait les bilans financiers. Hein. Ah ouais, voilà. Ça y est, il parle d'argent à nouveau. Ça y est. Ouais. Mais je te rassure, même pour les petits clubs, il y a Mais moins bien en sûr, moins mais de je suis sponsors, d'accord. donc ça va être compliqué. hein. Les sponsors Ouais, Puis sont il a l'absence avec ici de seniors qui viennent plus s'entraîner parce qu'ils sont démotivés, ça va faire 1 an et demi qu'il n'y a plus de compétition, c'est l'enfer. hein. Les gamins, c'est On en pareil. parle. hein. Pour remettre la machine en route, il y aura un temps tout ce qui est contact, d'inertie là, qui va être un peu long. hein. Ça va être, Oui, ça va être on en l'enfer. parlait les clubs lors, de tu te fédéral souviens, Alex, 3-2 on en où parlait ça lors commence de à taper un l'émission peu. Non, c'est clair. Ouais, puis quand tu as des clubs de Fédéral 3 ou même de 2 qui casquent les mecs, comment ils font pour casquer les mecs C'est ça. Eux, ils sont pas considérés comme pros, donc la masse salariale descend. T'as des clubs qui coulent, là, ils commencent à dire aussi que des clubs de Fédéral 2, regarde, il y a un club de Fédéral 1 qui est descendu directement, Qui descend directement Fédéral 3. en honneur. En honneur, pardon. Imagine, c'est un truc, Ouais, c'est c'est l'enfer. banqueroute Moi, pour- ce qui pour beaucoup m'inquiète, on l'a déjà abordé un peu sur ce plateau, et Arthur l'a dit, qu'il était venu faire des stages à 14 ou 15 ans à Montferrand. Aujourd'hui, et tu es bien placé pour le savoir, tu as des gamins qui ont 13 ou 14 ans, ça fait quasiment 2 saisons qui ne font pas de compétition de rugby. Donc ça veut On dire va les que- perdre. Hein. Enfin, j'aimerais bien avoir ton avis, lui. Ça veut dire qu'on est en train de perdre là une génération sur 2 ans. quoi. Ah, mais complètement. Moi, Bébert, il peut en parler aussi. hein. Il a son gamin qui est en 14 à l'ASM comme le mien. Ça fait 2 ans qu'ils n'ont pas fait un contact. L'année prochaine, ils passent en 16. Quand tu vois la différence entre 15 et en U14 et U16, tu prends 30 kilos, tu prends 20 cm, La et Fédé, les gamins ils vont se taper dessus alors qu'ils n'ont fait aucun contact. C'est n'importe quoi. la Fédé va a priori mettre en place une catégorie U15 justement pas pour faire acté, un hein. palier, mais c'est pas acté encore. Non, mais Parce que- mais- c'est sûr que non. Parce que justement, c'est sûr, c'est pas encore sûr. Mais par contre, moi je me disais, mais comment ils vont faire pour faire une équipe avec que des U15 Ben, justement, jusqu'à décembre. Compliqué quand même. Jusqu'à décembre, et après décembre, D'ailleurs- ce serait pour ceux qui ont passé l'âge, ils pourront passer au-dessus, autrement les autres ils resteront en dessous. Ouais. Et en fait, on partirait encore, comme avant dans les messieurs, anciennes catégories, Ouais. les U13, les Ouais, U15, c'est ça, et ainsi de suite. en Ce catégorie serait beaucoup impair, plus quoi. intelligent parce qu'actuellement, on a un Catégorie déficit par rapport au rugby anglais. Les rugby anglais, ils sont en U13, en U15. Donc quand tu joues les sections jeunes, tu joues des gamins T'es qui ont un an plus que toi. T'es décalé. Donc là, tu Et- pourrais et récupérer ce encore, décalage. Non, à cet âge-là, c'est- honnêtement, Ah bah ouais, honnêtement, tu vous sais êtes très bien. sur vos enfants, enfin respectifs, jouent dans des clubs de haut niveau. Mais moi, je pense aux petits clubs qui vont perdre les gamins de 13-14 ans, qui jouent à petit niveau. Et ces gamins-là, ils les retrouveront pas. Parce que Alors je te rassure, moi j'ai mon plus grand qui joue à la SM et mon plus petit qui joue au CUC. hein. Et il joue en 4. ça va être compliqué, Elvis. Mais c'est Ah, bien il y sûr aura que de c'est la perte, compliqué. c'est sûr, il y aura de la Mais perte. après, le problème, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avant le plateau, c'est que comment tu mets en place les choses, comment tu te démarques par rapport aux autres clubs, comment tu travailles. Tu peux pas avoir de contact, il faut que tu aies une distanciation de 2 mètres, donc il faut que tu réfléchisses à comment tu vas agrémenter ta séance d'entraînement. Ouais, Il faut quand que tu on voit les images C'est l'enfer. des touchés avec cerceau pour pas trop approcher, là j'ai vu. Enfin, il y a des trucs, Après, il faut réfléchir à d'autres sports que tu peux intégrer dans le rugby. Ça, c'est Tu vois, de la tech, pire, le baseball rugby, tu as plein d'activités que tu peux faire. Mais ça t'oblige à avoir une réflexion différente et T'as des clubs qui l'auront pas cette réflexion. on est bien d'accord. Et qui pourront pas l'avoir. Et non, mais le problème, c'est qu'en plus, tu favorises du pas coup le tout ce qui est réseaux sociaux, et justement, on en parle actuellement dans l'actualité, c'est catastrophique. Et tout ce qui est jeux vidéo, là, c'est une aberration. Moi, je m'occupe des fois dans les écoles, ne serait-ce que tu vas du CP, t'as des gamins, ils savent même pas dissocier le haut du bas. C'est un truc de malade, ils savent pas attraper un ballon, ils savent pas jouer au foot, ils savent pas grincer aux arbres. C'est une catastrophe pour les jeunes. Oui, aujourd'hui. ça passera par l'école, Ouais, niveau effectivement. moteur, c'est sûr. Parce que- Après, le coin d'autres, les arbres ont intérêt de costaud quand même. Parce que tu vas les ronger, bébé, avec ta dentition à prononcer, c'est ça. Jean-Michel Castor. Des grosses branches, quand même. Ouais, Parce mais que vous avez noté une belle dentition de bébé quand même. Il faut des Ça, on a grosses fait ce branches. bilan pendant des années quand même. J'ai joué sourire, elle est jaloux. Avec ses dents Il y a Buzarri. des ratiches de 50 C'était- cm, pour tout va bien. Quoi. C'était le tombeur, en fait, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est Bon, ton tombeur d'arbre, ouais. N'empêche qu'il y a une fin de saison. Eh ben oui, il faut qu'on parle de rugby pro et de nos jaunards quand même. Qui, Enfin, Arnaud, nous, on n'a pas été à l'école non plus, mais on s'en sort. hein. Oui, tu vois, on se débrouille. Et il n'y avait pas de Covid. Hein. Elle a plus 30 minutes. On se débrouille. Oui, pour revenir à nos jaunards, justement, malgré tous ces soubresauts liés au Covid, liés à beaucoup de choses, on est quand même plutôt bien embarqué, on va dire. On est quand même 4e au classement avec 39 points à égalité avec le Racing. Et voilà, on fait une saison qui est bonne pour moi parce qu'on a pris quand même 9 bonus offensifs, enfin 9 bonus au total en tout cas. Et donc on a la première attaque
la 5e Le défense. Donc c'est vrai que Non, on fait une belle saison. sur le bilan, à l'heure H, là, je suis d'accord avec toi. C'est vrai qu'on a tous eu un peu des sueurs froides en début de saison. Tout le monde a transpiré épais parce que tu avais une équipe qui était décimée par les blessures, tu avais un paquet qui pouvait pas affronter, qui pouvait rivaliser parce qu'on avait trop de blessés partout, que ce soit en conquête directe. Donc, et Dieu sait que le rugby commence devant et que c'est compliqué, et que c'était compliqué. Et heureusement, on a vu que les arrivées au fur et à mesure des joueurs ont fait du bien. Je trouve qu'on a aussi réussi à pas sombrer. C'est-à-dire que dans cette période compliquée, à un moment, ça commençait à tirer un peu à boulet rouge, tout le monde était un peu agacé. Nous, le premier, on était un peu aussi frustrés parce qu'on ne pouvait pas être sur le stade et puis frustrés de ne pas voir ton équipe qui brille autant que tu as envie qu'elle brille. Et là, tu avais un peu de. Tout le monde commençait un petit peu à grincer les dents. Et alors, je ne sais plus qui était venu, qui m'avait parlé, mais du coup, ils ont fait le dos rond, j'ai bien aimé ce côté-là, ils ont fait le dos rond, ça n'a pas trop moufté et ça a bossé, puis on a vu que ça a remonté à la pente de. Ça a charbonné, on voit que ça a bossé. On voit que ça a bossé, il n'y a pas eu d'éclair de génie particulièrement, mais ça a bossé. Et pour arriver 4e, et puis maintenant être assis à la place de 4e, qui ne bougera plus avant la fin de saison, quoi. Enfin, d'ici la phase régulière. Mais ce qui a fait défaut, je pense surtout, c'est la touche, en fait. Là, avec l'absence d'Arthur et l'absence de Tubi, la penderie, pardon, ça a posé problème parce que c'était les 2 meilleurs preneurs de balles du club. Et là, tu perds tes deux rangs de lancement, c'est compliqué. Puis on change les 2 talons aussi. Même si Péloche, c'est un bon lanceur, mais je pense que l'absence d'avoir 2 bons sauteurs, quand même, sans dénigrer les sauteurs qui sont actuellement comme Judicaël ou autres, je pense que l'absence d'avoir un mec comme Tubi ou même un mec comme Arthur, ça a posé vraiment de soucis dans les rangs de lancement. C'est pour ça qu'après d'ailleurs on prenait des ramassés systématiquement devant parce qu'on s'épuisait à tout le temps défendre en bas alors qu'on aurait pu choper les ballons en haut beaucoup plus facilement. Si on avait eu une touche défensive beaucoup plus pertinente, je pense, enfin beaucoup plus défensive, on aurait utilisé moins d'énergie dans ce ruck-là, on aurait été plus performant sur le côté, à mon sens. C'est pour ça que le retour de Arthur va faire du bien, je pense. Elvis, t'as raison, puisque là, tu vois, les commentaires des gens qui nous regardent, il y a énormément de questions à Arthur là-dessus, en pensant de voir qu'est-ce qu'il pensait de la touche et de ce déficit qu'on a eu depuis le début de saison. Alors, c'est difficile, Arthur, je pense, pour toi de répondre, parce que voilà, t'es vraiment partie prenante, mais tu pourrais peut-être nous dire 2-3 mots là-dessus, non? Ouais. Si c'est possible. Oui, c'est... Joker. Non, pas Joker. Non, mais justement, la question, c'est ça, c'est de savoir si comment vous avez vécu vous en interne, c'est le fait que notre conquête soit un peu critiquée quelque part. Ça, c'est pas évident, parce que t'as tout le monde qui est concerné sur ça, mais puis t'as les 3 quarts qui demandent les ballons, après ils les ont pas, donc c'est assez compliqué à toucher. C'est vrai qu'on a eu ça crée un peu de tension. Ça peut créer des tensions. Après, on s'en bat les couilles les 3 quarts. On s'en fout, c'est vrai. Mais s'ils veulent les ballons, ils ferment leur gueule. Nous, c'est les petites stars maintenant, c'est compliqué. Mais nous, à l'époque, on les frappait, il faut continuer à les frapper, je pense. C'est vrai, t'as raison. On va partir sur ça. Non, mais c'est vrai qu'on a eu un moment de flottement, je pense, sur la touche, parce qu'on avait fait un bon début de saison, je crois qu'on marque quand même 15 molles en tout, on marquait quasiment un à 2 essais sur vol en début de saison, et après peut-être qu'on s'est un peu reposé sur ce qu'on faisait. Comme tu l'as dit, on perd Alex, qui est quand même très important, déjà par son expérience, et c'est un mec qui rassure vachement. Un pack qui a totalement changé, tu t'en as parlé aussi, les arrivées des deux talonneurs aussi, qu'il faut se régler. Ça faisait 3-4 ans qu'on jouait avec Keke et John, et il faut se régler aussi sur ça. Ouais, c'est important. Et puis voilà, des jeunes qui n'ont pas été forcément trop concernés aussi sur le début de saison et qui sont jetés un peu dans le grand bain tous ensemble. Ça a fait que voilà. Il y a eu un peu d'urgence à gérer quand même. Il y a eu un peu d'urgence à gérer. C'est vrai que le moment d'intégration. C'est ce que j'ai vu. Oui, je me souviens qu'Elvis sautait parfois en touche. Alors, pour la petite anecdote, j'étais le meilleur preneur de touche. J'ai eu 100%, j'ai sauté une fois, j'ai eu une balle. Voilà. On peut en parler de Bébert qui sautait en touche avec ses gants de boxe, non? Par contre, je suis à 99%. J'ai sauté 3 fois et j'ai raté. En même temps, c'était un jeté de nain à l'époque, donc c'était comme un sport. Par contre, je n'explique pas le transpané qu'il fallait pour lever Manitou. Jean-Michel Felmy qu'il fallait. Le ballon. C'est une dure anecdote, quoi. Mais moi, je me faisais lever par un mec comme ça, c'est pour le serpent qui me lève, c'est pas possible. Il levait. Alex,
de Alex, détente, c'est de pour ça que sucre le et de... sponsor- c'est pour ça que le sponsor à l'époque c'était Yvan Béal alors. C'était vrai. Ben oui, c'est pour ça, forcément. Non, mais c'est vrai que la touche a été un sujet récurrent, et on a tous bien vu que c'était l'une des maladies du club en ce moment. Et en plus, c'est un. Quand tu prends mal, il y a un aspect psychologique, c'est-à-dire que la touche, après, il y a une grande part de confiance. À un moment, quand tu n'as plus confiance en toi, dans ton lanceur, dans tes santé, dans le timing dans aussi. tes timings, Ouais. pardon, c'est pas la même. Et bien sûr que les équipes adverses, elles vont appuyer là où ça fait mal, quoi, parce que il y a les vidéos, il y a le travail qui est fait dessus. Et il n'y a rien de plus confortable que de jouer face à une équipe qui n'est pas bien, qui est un peu sous stress, parce que tu sais que dès que tu vas lui tirer un coup de maillot, que ça va déséquilibrer un peu la touche, ça va partir en Z, quoi. Mais de toute façon, il y a Parce de que- plus en plus d'équipes, je vois, qui sont organisées et qui contrent bien, ce qui fait que c'est plus finalement tant que ça une valeur sûre la touche, parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui sont, parce qu'on parle de nous, parce qu'on nous on focus Oui, sur on faut notre qu'il sur équipe, nous, bien sûr. mais moi tous les week-ends on voit des équipes qui ont des soucis sur leur lancement de jeu, sur la touche, et pourtant Dieu sait si. Aux deux niveaux d'ailleurs, que ce soit en Pro D2 Mais ou oui, en Top on le 14, voit sur les deux championnats. les touches sont disputées aujourd'hui. Oui, parce qu'il y a Alors, beaucoup c'est dommage qu'il y a vidéos. plein de questions assez techniques sur les Ouais, touches, mais bon, Elvis, ouais, Elvis pourrait répondre. Ouais. Mais non, c'est vrai qu'il y a des sur les pénales touches ou sur les zones de saut. C'est vrai que c'est très tactique. Chaque lancer n'est pas fait au hasard, et ça va dépendre du moment du match, ça va dépendre aussi du temps fort, du temps faible dans lequel tu es, de ta domination que tu vas avoir, de ce que tu vas vouloir faire après, et de dans quelle disposition l'équipe. Donc de l'extérieur, ça peut paraître une phase qui est assez anodine et rapide. De l'intérieur, il y a beaucoup de réflexion, même si ça ne marchait pas très bien, mais il y a quand même beaucoup de réflexion. Il y a une très bonne question, je pense, pour Arthur, c'est justement quand tu as ta longue période de blessure, toi, est-ce qu'en étant justement en dehors du groupe, est-ce que ça te permet de voir des choses que tu n'aurais pas forcément détectées en étant en contact des joueurs, quoi, Ouais, avec le recul que tu prends à ce moment-là, est-ce que... Ouais, notamment sur les matchs où tu vois dans notre regard un peu les touches, c'est vrai que c'est des choses que tu vois pas à l'intérieur. C'est comme il dit, le vert ça va hyper vite. Tu as des choix à faire rapidement et tu as la pendule qui est très très haute aussi. Et franchement, des fois c'est quand même chaud. Et je rebondis un peu sur ce que tu as dit, c'est là où on n'a pas été très bon, c'était sur la confiance, quoi. Je pense que c'est hyper important dans la touche. Des fois, tu vas avoir une touche qui n'est pas forcément parfaite, mais tu vas l'avoir parce que tu es tranquille, tu es en confiance. Alors, est-ce qu'on s'est trop compliqué la tâche à un moment donné? Est-ce qu'il faut peut-être qu'on fasse des choses plus simples? Peut-être repartir sur ça, tu vois, mais la confiance, elle est importante dans la touche. Oui, c'est vrai Arnaud, que... Et Oui, Gérard pardon. qui demande, qui annonce les je combines vois- en touche. je vois mais pas mal c'est une organisation. de Ouais, ça messages dépend, où- c'est beaucoup vaste. Attends, 2 secondes. Ah pardon, Vas-y, vas-y, pardon. excusez-moi. Ouais, non, il m'a demandé qui c'est qui a annoncé les touches. C'est beaucoup Seb quand il est sur le terrain. Il y a Ouais, Paul qui Maïna. le fait. Mais voilà, après c'est quand même un dialogue avec Seb notamment. C'est vrai qu'on parle sur le terrain, ce qui va et ce qui va pas. On arrive à se comprendre. Seb, c'est un peu un capitaine de touche, du coup, justement. Ouais, oui, il fait partie intégrante du projet de touche. Ouais, c'est lui le référent en gros des touches. Après, on a un groupe en gros leader où le lundi on voit un peu toutes les touches ensemble. Il y en a qui parlent plus que d'autres forcément, mais c'est quand même assez élargi. Il y a quasiment tous les sauteurs Ouais. et les talonneurs. Et c'est là où on fait un peu les touches pour le week-end, quoi. D'accord. Donc on les voit à ce moment-là et après ouais, c'est Seb qui les prend. Moi ça m'arrive de les prendre aussi, Paul aussi. Et je pense que c'est intéressant de développer, que tout le monde soit à peu près capable d'annoncer les touches. Je vais pas te dire PCLI ou Frisley, ça sert pas à grand chose. Ouais. Mais des mecs qui sont à même de pouvoir annoncer les touches, c'est important de. C'est important de tous être habités par ça, c'est quoi. important que les joueurs, tactiquement, sachent ce qui se Ouais, passe c'est sur le ça, terrain, ouais. qu'ils comprennent ce qui se passe. C'est-à-dire que Pourquoi du comment pourquoi on fait une touche à 5 mètres, une touche à 5 à cet endroit-là, et pourquoi est-ce qu'on va faire une touche complète et on va lancer au fond à cet endroit-là. À mon sens, c'est important qu'ils puissent s'approprier le projet de jeu, en tout cas sur la touche. C'est vrai que et comme tu dis, la touche, c'est un endroit qui amène beaucoup de stress, qui est très complexe parce que ça va, comme tu dis, ça va très vite. C'est un jeu quand même de timing, d'harmonisation entre des mecs qui vont sauter, se lever et un autre qui va lancer un ballon et ça lancer dans un espace où il n'y a pas d'adversaire. Donc il y a beaucoup de choses à voir, à sentir.
et en plus qui va permettre d'avoir un bon lancement de jeu pour les 3 quarts derrière. Donc il y a beaucoup de choses à prendre en considération et c'est pas évident. Et d'autant plus quand on est sous stress, quand on est sous pression, que tout le monde, ils le savent très bien les joueurs, hein, qu'on a quand même un peu de bonne touche. Hein, ils le savent, c'est les premiers acteurs de ça, ils s'en rendent bien compte. Mais c'est pas évident, cette dynamique négative, peu positive en tout cas, et pas évidente à casser, quoi. Alex, honnêtement, tu vois, je vois beaucoup de commentaires de gens là sur le forum qui disent oui, on a des problèmes en touche, on a des problèmes en mêlée. Après, force est de constater, mon cher Alex, il est tombé. et je la prépare celle-là, que si Ghislaine peut les afficher, quand tu regardes les statistiques de cette saison, eh ben on n'est pas si mal que ça, quoi. Quand tu regardes le global, tu me lèves de la bouche, et j'allais dire, j'aimerais bien voir les vraies stats de l'ASM. Je ne les ai pas, j'ai pas accès. Les afficher. On n'a pas les stats de la touche, mais on a les stats globales de points, de défense et tout. Et mine de rien, notre 4e place, on la vole pas. Hein. Il y a, ce qui est marrant d'ailleurs dans ces stats, c'est que le meilleur marqueur d'essai de l'ASM, c'est Fritz. C'est Fritz, oui, avec 6 essais. Par contre, Arthur, une question, moi, du coup, je voulais enchaîner. Est-ce que nous, en tant que supporters, hein, on a l'impression des fois que vous marchez plus à l'individualité qu'au jeu collectif cette année? C'est un ressenti que vous avez aussi, vous, ou c'est juste un ressenti de supporter? Non, mais après, on essaie de tendre vers le collectif, on se le dit toutes les semaines. Ouais. Mais il y a des matchs où on va y aller directement, et c'est vrai que dès qu'on va être un peu dans le dur, on va attendre peut-être l'exploit de Georges, de Damien, de personnes comme ça. Ouais, c'est important de rester dans le collectif, je pense. Ça me rappelle une époque où Verne disait bon, si vous avez, c'est un problème, tu fuis le ballon au City et c'est bon. D'ailleurs, j'ai eu la chance de l'entendre. Est-ce que notre ami Elvis peut pas nous faire une petite imitation de Verne là, parce qu'il le fait très bien. De merde, vous allez courir plus vite. Si tu parles, c'est que tu n'es pas fatigué. Donc ferme ta gueule et cours. Voilà. C'était ça. Ça doit être intéressant. C'était bien. Hein. On peut dire que on a passé des bonnes années. Je te dis, on a chié comme jamais. On a eu 2 ans compliqués. Je te jure, c'était un boucher. Hein. Ouais, j'ai perdu 10 ans de ma vie, lui. Hein. J'aimerais revenir sur les scories de vin, parce qu'on parle de scories de vin et on ne va pas mettre au pilori tout le paquet d'avant, parce que quand on fait le bilan sur la saison, déjà, tu le dis Arnaud, c'est Fritz qui est le meilleur marqueur. Et je crois que Clermont a marqué 15 essais sur ballon porté. Donc c'est Arthur. Donc c'est bien que. Mais ce qu'il y a dans la tête des gens, c'est que ça fait longtemps qu'on n'a pas marqué, surtout sur ballon porté. On était très bon en début de saison, vraiment sur ballon porté. On se sentait en confiance. Début de saison, c'était bien. Et je sentais qu'on était vraiment un rouleau compresseur. Mais là, c'est vrai que ça fait 4 mois qu'on ne marque pas sur ballon porté. Donc dans la tête des gens, forcément, ils ont oublié le mois de septembre. Ouais, et c'est normal. Il faut qu'on le remette au bout du jour et qu'on envoie la soudure sur les 6 derniers matchs, parce que ça va se passer un peu devant, je pense. Alors sans te lancer des fleurs, je pense sincèrement qu'avec le fait que tu vas revenir, tu vas amener aussi une sérénité. Tu as pris un peu d'expérience, parce que le fait quand tu es blessé, tu regardes un peu les matchs, tu identifies des choses, que tu pourras amener un peu plus de sérénité, je pense, au sein du groupe. Et je pense sincèrement que ça va permettre aussi au groupe de tirer d'autres temps de lancement et une autre visibilité, parce que pour l'instant, c'était le seul qui annonçait, c'est le seul qu'on pouvait plus ou moins s'appuyer avec un peu Polo. Mais là, tu vas arriver, tu vas pouvoir amener un peu de sang frais. Je pense que ça va faire du bien aussi au groupe, sincèrement. Je le pense sincèrement. J'espère que tu as raison. C'est tout le malheur que je te souhaite. Hein. Ouais. Et ce qu'il faut relever aussi, c'est qu'il y a des saisons où il y a des choses qui ne marchent pas. L'an dernier, on s'était plaint qu'on ne ramenait pas de points bonus, etc. Cette année, on fait 9 points bonus. Et ces 9 points bonus font que nous sommes placés à cette 4e place, et que même, si on va voir les matchs qui vont arriver, si on fait une belle performance au Loup, on peut même se retrouver rapidement 3e. Quoi. Ça gomme un peu malheureusement, et par contre les défaites qu'on a eues à domicile quand même. Parce que c'est un peu le point d'arbre de la saison aussi, ça. Tout à fait. Où on est quand même à 6 défaites à domicile, 2 sur 2 quarts de finale quand même. Et heureusement justement que les mecs ils ont fait des sacrés efforts au Stade Français, à Castres, sur des matchs comme ça pour aller gagner, et qu'on se retrouve 4e, parce que c'est uniquement grâce à ça. C'est pas les saisons on les fait comme d'habitude, hein, un peu, mais on n'a pas eu ces matchs à domicile.
Arthur, j'avais déjà posé la question à Morgane il y a 15 jours, je ne sais plus quand, la dernière fois qu'il est venu, sur l'émission. Le départ de Franck et les tergiversations au niveau du staff, c'est quoi ton avis là-dessus? Est-ce que ça a beaucoup impacté le groupe ou pas? Te dire que c'est comme avant, c'est faux. Forcément, il y a des choses qui changent. Après, on reste quand même concentré sur le reste de la saison, mais forcément, on sent qu'il y a des choses qui vont changer. Et le fait d'avoir l'annonce, je pense, qui va arriver bientôt, du futur un peu du club, va faire que on n'aura plus de questions à se poser sur ça. Ouais, c'est ça, ouais, je crois que c'est jeudi. Vous savez déjà, vous, ou pas, sans révéler de nom, hein. Vous savez déjà ou pas? Oui, j'ai eu des noms. Non. Mais bon. Non, officiellement, vous le savez pas. Officiellement, on ne le sait pas. Non, on le saura jeudi. Là. Oui, voilà, la date butoir, c'est jeudi, quoi. D'accord. Non, on le saura jeudi. On a des bruits qui courent, mais on le saura jeudi. Et je pense que ça va peut-être nous permettre de se projeter sur la fin de la saison et de bien finir l'histoire avec les coachs qui sont en place. Oui, parce qu'il ne faut pas perdre de vue que ça influe, le départ de Franck influe sur le staff complet. Et c'est ça, et pour travailler tous les jours avec, c'est pas tant nous. avec Bernard Boutin, avec Xav Sadourne. C'est pas tant nous. Une réunion de staff, c'est 22 personnes. Ouais, en plus, déjà. Ouais. C'est Tout pas compris, vrai. c'est Rien personne. que déjà le noyau équipe, principal, les mecs ils ne savent pas trop à quelle sauce ils vont être mangés. Non, mais c'est compliqué aussi, je pense. c'est pour se pour les projeter, joueurs aussi. C'est normal que c'est anxiogène. Je pense que c'est plus compliqué pour le staff. Pour nous, on a envie de savoir la suite, mais pour le staff, c'est vrai qu'ils ne savent pas s'ils restent, s'ils partent. Le staff médical aussi, il y a Louis qui part, donc qui c'est qui va le remplacer? C'est pareil, c'est une équipe. C'est une équipe de 4, c'est important qu'ils s'entendent bien. Et ils ne savent pas non plus qu'est-ce qui va se passer non plus. Donc eux, ils sont dans l'attente. Nous, on sait qu'on va rester. Tu as ton contrat, tu sais que tu vas rester. Donc la gueule, je vais te dire. Une question là, à vous trois, les gars. Comme là, je prends l'exemple du départ d'Anaï Williams qui est pas conservé. Et je sais que pas mal de supporters se posent la question. Comment on peut se séparer d'un joueur, sachant qu'on ne sait pas l'entraîneur qu'il va y avoir derrière? Comment on construit ça, en fait? C'est quelque chose qui m'échappe là-dedans. Est-ce que ça n'a pas été un choix de... Alors là après, tu as des choix de masse salariale, tu as des choix de plein de choses. Hein. De l'âge, des choix de contrat, des choix d'âge, des choix de... entre guillemets, de rentabilité, je sais pas si on peut dire ça, même si Wild, il en parlait avec Ficou dans un article détonnant là, sur Rugby Rama l'autre jour, enfin aujourd'hui. On en parlera après. Ouais, on en parlera, ouais. Donc ouais, il y a plein de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Hein, donc de là à dire que c'est uniquement le coach qui va acter, pas toujours. C'est pareil, hein, les joueurs qui sont en place, ça se trouve, ils vont pas du tout avec le profil de l'entraîneur qui va arriver. Il y a plein de choses aussi. Ah oui, ça aussi. Parce que nous, on l'a vécu, on l'a même vécu un paquet de fois avec l'ASM. On a eu RD, on a eu CIC, on a eu plein de coachs, même en changement dans l'année. Et d'un coach à l'autre, tu passes titulaire à remplaçant, à plus invité. Donc c'est vrai que ça peut aussi poser des problèmes sur les. Ouais, puis là Franck, il a créé ce groupe, en fait. Parce que, c'est lui qui a construit le groupe. 90% des joueurs, enfin même pas 90%, c'est quasiment 100%. Les plus vieux, c'est Morgane qui ont connu Verne avant et qui étaient avec Franck aussi. Donc il a créé tout ce groupe. Est-ce que le prochain, il aimera ce groupe? C'est ça la difficulté aussi pour l'avenir. Mais j'ai envie de te dire, on verra ça l'année prochaine. On verra ça l'année prochaine. Je pense que justement, les anciens qui ont connu cette valse d'entraîneurs, une année c'était un, l'autre année c'était l'autre, machin et tout. Nous, la chance qu'on a depuis quand même des années maintenant, 11 ans, c'est qu'on enchaîne. Enfin, Verne Cotter est resté longtemps. Franck a fait 11 ans. Enfin, tu sais qu'avant Verne, on a été à 2 présidents, 3 managers, 14 entraîneurs différents. En 99-2006, donc en 7 ans. Ouais, ça va très été l'enfer. Les joueurs, 150 joueurs différents. Ouais, ça va être une valse. Mais en fait, ça tourne. C'est vrai que longévité, vous êtes trop jeune, mais on avait connu la longévité avec Migraine, avec Michel Rangeval. Oui, bien sûr. Et après le départ de Michel Rangeval, il y a eu quand même, ça a été long pour retrouver une certaine stabilité. C'est vrai que cette certaine stabilité, c'est Verne qui l'a amené, puisque CC il est passé une année, mais pour sauver le club d'une descente. Hein, c'est ça, exactement. Ouais. Oui, la révolution, elle a eu lieu, comme tu le disais, toi, que tu as connu, c'est l'arrivée des Australiens. Ils ont créé pas mal de choses à l'ASM
notamment l'académie, enfin ce qu'ils appelaient l'académie, un vrai centre de formation. Enfin, c'est un peu démarré de ça, la nouvelle ère moderne, on va dire, du rugby à l'ASM. Ah oui, c'est eux qu'on fait basculer le rugby clermontois dans le monde pro. C'était les premiers virages. Et après, Verne, lui, il a sorti la baguette et puis... le fouet, tu veux dire. Le fouet, voilà. Le glaive pour le bouclier. Voilà. Non, parce que le premier entraînement qu'on avait fait, on avait commencé à 7h, on avait fini à 19h le soir. Hein. Je vais voir qui est-ce qui a du caractère. J'ai vu maintenant, c'est bon. C'est vrai que ça aurait été compliqué. Demain matin à 8h. Ok, super. Là, tu dis où on est tombé. Alors, une autre bonne nouvelle, c'est que on a quand même Camille Lopez qui est meilleur réalisateur du championnat, qui a un super taux de réussite. Et bon, malheureusement, on va le perdre pendant un petit moment. Ça, c'est la grosse angoisse de ces 6 matchs, justement, déterminants pour la suite. On va avoir un gros souci à gérer, c'est que en tant que demi d'ouverture de métier, on va dire que Nanaï Williams s'en est pas, parce que lui, c'est un utility back qui joue un peu à tous les postes derrière. On va peut-être voir apparaître une charnière Parabési. Exactement, ouais, on en parlait souvent sur ce plateau. Je crois que finalement, on va y avoir droit. C'est des choses qui sont évoquées, mais sans trahir de secret non plus. Mais... Non, mais c'est sûr que c'est évoqué avec la blessure de Camille qui en a pour un mois, un peu moins. Ouais. Mais Tim, ouais, c'est un super joueur, mais c'est totalement différent par rapport à Camille. C'est quelqu'un qui a d'énormes qualités individuelles, il est capable de mettre un coup d'accélération. Il sera moins dans la gestion. Ouais. Camille, c'est un gestionnaire, il gère ça très bien, comme tu dis, c'est un meilleur réalisateur. Il parle beaucoup, Tim parle un peu moins, mais a d'autres qualités qu'on n'a pas Camille aussi. Donc à nous de nous adapter aussi à côté. Et aux joueurs qui sont plus à même de parler autour de lui, de faire les efforts, faire plus d'efforts pendant que Camille ne sera pas là. Mais voilà, est-ce que c'est pas une bonne chose aussi que Tim joue un peu aussi et rentre un peu dans le sujet aussi, parce que c'est pas un joueur qui a été beaucoup utilisé, pas mal blessé aussi, mais voilà, c'est un super joueur. Ouais, c'est un très beau joueur. On peut pas dire l'inverse, c'est un super joueur. C'est un bon créateur. On a perdu. Aller tout seul peut débloquer des situations. Ce rêve, il est écrit, là je vois Edouard, Parabési, ce serait top. Alors, c'est quelque chose qui... Tu réponds ou tu réponds pas. C'est quelque chose qui est envisagé pour les dimanches, les week-ends qui arrivent, ou pas du tout Je pense que la priorité sera à Team. Après, ils seront du coup tous sur la feuille de match, parce qu'on n'a pas non plus... on n'a pas des masses de choix non plus, donc ils seront tous sur la feuille de match. Mais oui, ça peut être utilisé comme ça. Bézi a joué un peu en début d'année à ce poste-là, et il est performant aussi sur ça. Donc, on a perdu aussi Chris Waddle. Aussi. Ah oui. Et il t'a plu, lui, il t'a plu. Barak, il est parti à 7, donc c'est du définitif là. Il va revenir après, mais je sais exactement quand, je sais pas. Je crois que c'est pour l'année, je crois que c'est fini. Pour l'année, c'est fini, je crois. Ce qui revient, c'est genre pour la finale. Et Arthur, il y a une question aussi qui revient. Alors, Jennings, il est où ce garçon là? Il est à l'entraînement, et nous. Le pauvre, ouais, c'est vrai qu'il a pas été du tout utilisé quasiment. Et je pense que ça sera compliqué jusqu'à la fin de saison, parce que la priorité sera Tim, et après Camille va revenir, donc malheureusement c'est un peu pour le nombre, je pense. Ouais. Et le petit Gérald? Et il s'entraîne aussi avec nous, les jeunes encore quand même. Je pense qu'il faut qu'il joue en espoir. Quelques temps encore. Ouais, un petit peu. Il a été pété, lui. Il avait fait des croisés en début de saison, c'est ça? Non, c'était un autre, ça. Ouais. Ah, c'était un autre encore là, parce que... On avait 2 jeunes en début de saison, mais lui, il vient d'avoir 18 ans, je crois, à peine. Donc c'est... Là, ce poste-là, quand même, surtout maturité, je pense. Dans un groupe qui est un peu sous tension, quand même, quoi. Oui, on est des fois un peu sur la corde sensible, on n'est pas autant en place qu'il y a peut-être 10 ans ou 5 ans même, sur l'année du titre. On a moins c'est vrai qu'on a moins d'anciens qui... Du coup, pour intégrer un jeune, c'est pas évident. C'est vrai que c'est ce qui a été aussi dans cette période, puisqu'on fait un peu le retour sur cette première partie de saison, l'apport de tous ces jeunes, comme tu dis, qu'on a un peu bombardé au feu à Toulon, un peu sur les pelouses un peu chaudes. Heureusement, il n'y avait pas le public finalement pour eux, mais je dirais qu'ils ont eu à disputer des rencontres de très haut niveau. Alors je pense qu'ils ont dû mûrir
d'un coup. D'ailleurs, ces gars, ça aurait été violent, mais ça aurait été une bonne expérience pour eux, je pense. Et certains, d'ailleurs, ont confirmé derrière. Quoi. Bonne expérience, c'est sûr. Après, peut-être pour le futur, et si c'est possible de le faire, peut-être les incorporer avec des cadres un peu autour d'eux. Et oui, c'est ce qui aurait dû se faire. Parce qu'ils prennent de la maturité, c'est très bien, ils jouent, mais il faut aussi quand même progresser quand même. Et je pense que le mieux, ce serait de le faire comme ça. Là, malheureusement, cette saison, ils ont été jetés comme ça. Ça m'a rappelé un peu la saison en 2018, après le titre, où on a balancé des jeunes comme ça, et on en a quand même cassé pas mal aussi. À ce moment-là, et ce serait là, il n'y a pas eu mort d'homme, mais je pense que ce serait bien de il faut que ça nous serve pour le futur et qu'on arrive à les faire jouer sur des gros matchs, mais entourer des cadres aussi. Ces deux jumeaux qui jouent en fait les deux postes que tu occupes, ils ont du caractère quand même. Oui, c'est deux bons jeunes. Il y a Thibaut qui confirme plus parce que voilà, il a su saisir sa chance aussi. Et Clément qui est un peu plus en recul. Il a peut-être aussi plus de concurrence à ce poste-là quand même, avec plus de joueurs en troisième ligne. Mais oui, c'est très bien pour Thibaut. Ça a été un peu compliqué en début de saison, je pense. Et il a prouvé, notamment au Wasp, qu'il était à la hauteur du défi. Quoi. Donc voilà, je pense qu'il fait partie de ces joueurs-là, avec Bibi, je pense à lui. C'est des jeunes à qui il faut faire confiance dans le futur. Je pense que ce sera des mecs qui pourront tenir un peu la baraque. Moi, je trouve ça dommage simplement, c'est qu'on ait continué avec ces groupes espoirs. À l'époque, tu faisais ça avec. Tu avais une équipe réserve avec 2-3 anciens qui t'apprenaient rapidement le vice, tu es rentré sur le. C'était une préparation à l'équipe première. Là, comme disait Bébert tout à l'heure, tu passes d'espoir où tu joues avec des gamins de 20 ans et derrière tu prends des mecs de 30 ans qui ont joué plus de 300 matchs et qui sont armés comme ça et tu les envoies à l'abattoir. Tu peux pas, là il y a trop d'écart. Quand t'es vieux, ça fait plaisir. Quand t'es vieux, ça fait plaisir. Je sais bien, mais Non, que les gamins après ça tu les flingues physiquement, c'est contre-productif. C'est bien beau, je trouve ça, c'est beau, mais concrètement, je trouve que ça fait plus de casse qu'autre chose, tu vois. Oui, parce qu'avant, il y avait une équipe plus réserve, il y avait des anciens. Tu avais 2-3 anciens qui apprenaient un petit peu aux jeunes comment ça se passait. C'était un peu rugueux, mais tout en étant un peu encadré, tu vois. Tout le monde se réjouit quand on voit un jeune de 19 ans, mais il faut quand même y rester après à ce niveau-là. D'accord. Plus dur, c'est pas d'y monter, c'est d'y rester. Elvis, pour aller dans ton sens, et en plus, ça faisait jouer des joueurs qui jouaient moins en équipe première aussi. Ça permet aussi des entretiens. Parce que là, aujourd'hui, un mec qui joue quasiment pas avec le groupe pro, qui a 30 piges, il joue pas, quoi. On est d'accord. Du tout. Exactement. Je passe des saisons à pas jouer, oui, c'est sûr. Voilà. Hormis les shitworks, là, mais c'est pas un match de mode, c'est pas un match, quoi. Je pense que au bout d'un moment, ça doit être lassant. Et pour revenir Arthur plus sur toi, sur ton poste de prédilection, ça serait tu te situes où maintenant entre le poste de deuxième ligne et troisième ligne? Parce que toute ma carrière on me posera cette question, je pense. Non, moi je me sens très bien en troisième ligne, très bien quand je suis en forme. Je me sens très à l'aise à ce poste-là. La deuxième ligne, c'est vrai que ça demande beaucoup plus d'efforts pour moi le fera quand il aura plus de 30 ans, que sera vieux et fatigué. Ouais, c'est ça, bref. Et encore maintenant, deuxième ligne, c'est limite plus dur que troisième ligne. Mais non, je me sens très bien en troisième ligne. D'accord. Très bien. Ouais, c'est plus, on va dire que c'est plus un poste qui te convient sur le fait de toucher le ballon dans d'autres conditions. Oui. Après, tu touches beaucoup de ballons en deuxième ligne aussi. Les années, quand on gagne en 2017 et tout, j'étais deuxième ligne, je touchais énormément de ballons. J'étais très à l'aise aussi, mais je pense que pour mon physique à moi, ça me convient plus troisième ligne. Et puis Alex, il avait décidé que tu serais troisième ligne de toute façon. Ouais, il avait vu. Je suis un converti, je dis rien. C'est vrai qu'il nous engueule, Alex, quand on veut t'enfermer dans la cage deuxième ligne. Moi, je disais que c'est pas t'enfermer, effectivement, parce que tu avais prouvé en jouant deuxième ligne que tu pouvais courir balle en main, que tu étais plus dans un physique, je te comparais à Brody Retallick, justement le deuxième ligne des Blacks, qui pareil, un physique un peu longiligne, mais bon, gaillard quand même, mais qui cavalait partout et qui jouait les ballons. Il y a Giraud qui te pose la question si ça prêt à passer en vite, quoi. Mais je l'ai fait une fois cette saison. Ouais, il a fait une fois, contre le Stade Français. Bon, on a gagné, mais je pense pas que c'est grâce à mon passage en numéro 8 dans ma vie. Mais je le place quand même. mais c'est fait. Ça peut être une option. Ouais, je peux y être, mais bon, Fritzi le fait très très bien. Je pense que je vais le laisser à sa place.
Donc on sait... Les gens s'inquiètent avec Fritz, qui fait quasiment tous les matchs. Quoi. Il souffle jamais. Oui, il a soufflé le week-end dernier. Mais il souffle pas beaucoup. Ouais. Alors, sur lui, il fait encore une super saison. C'est une machine. Ouais, c'est un sacré joueur. Bon, c'est le meilleur joueur qu'on ait actuellement, je pense, à l'ASM. Un joker médical au départ. Et c'est pas toi, Dalvis, en plus? Si. Ah putain. Je découvre un talent. Grâce à toi, quoi. J'ai fait découvrir Thierry de Sautoir, Fritz, écoute. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Pourquoi Thierry du Sautoir raconte? Parce qu'en fait, je me fais une hernie cervicale, je peux pas partir à la Coupe du Monde. C'est lui qui part à la Coupe du Monde et il fait une Coupe du Monde extraordinaire. Ah ouais. C'était 2003. Ouais, 2003. Non, 2007. 2007. Tu peux lui mettre. Bon, ça y est, ça veut dire c'est qu'il les a pas anecdotes. écouté jour final. On a les concerts avec la mise. C'est pour ça que j'ai mis le plexi, c'est pour pas prendre de gifle. Et oui, parce que alors, on est revenu sur le championnat, sur le top 14, mais la campagne européenne aussi, et avant de basculer sur l'Europe, pardon, je me perds un peu, on a quand même un match à jouer le week-end prochain au Loup. Et c'est un très très gros match parce que les Lyonnais jouent leur qualif quasiment sur ce match, enfin ils le jouent tous les week-ends, mais je dirais nous, soit on embraye sur le wagon du haut, soit on se remet un petit peu en danger pour rester dans les 6. Ça serait le bon moment d'aller se mettre un peu à l'aise, c'est sûr. Surtout par rapport à la touche, parce qu'ils ont une belle touche, hein, donc je pense que toi c'est le moyen. Ils ont pris une belle claque à La Rochelle par le pack de demain, donc ils vont être un peu remontés. Nous, c'est le match là qu'il faut qu'on gagne. C'est le derby un peu maintenant. Ouais. Je mets pas, je dis pas que Brive est en dessous et tout, mais c'est vrai qu'au niveau comptable, pour notre suite de saison, je pense que c'est hyper important de gagner. C'est autant un derby, je pense maintenant, que le derby avec les. Il y a un point similaire entre le Loup et l'ASM actuellement, c'est que il y a une lacune d'ouvreurs, puisqu'ils ont perdu leur ouvreur le week-end dernier, et on se retrouve quasiment dans la même situation à chercher qui sera le meilleur pour jouer à ce poste de Ils ont Doussin, ils peuvent faire jouer Doussin. Ouais, Doussin a joué pas mal de fois à Toulouse aussi. Doussin, Berdeux. Berdeux aussi, bon joueur. Matos quand même. Ils ont un problème de riche plutôt que l'inverse de. Ouais, mais ils sont sur une dynamique qui est pas tip top, quoi. Je les sens plus fébrile, alors que nous on est sur une dynamique qui est plutôt positive. On reprend des couleurs, alors que je trouve qu'ils en perdent un petit peu les couleurs, quoi, au fur et à mesure du temps. Donc je trouve que le danger, comme vous le dites, c'est un match qui va être hyper important au classement pour se stabiliser dans le top 6 et surtout à cette 4e place. Les Lyonnais, s'ils perdent, ils dégagent. Ils dégagent le top 6. Sous réserve que Toulon gagne. Bien sûr. Et le nain, il va les insulter toute la semaine. Donc je pense déjà rigoler déjà au bord du terrain dimanche, donc samedi. Il est un peu tordu. Lui, c'est un match qui coche. C'est important pour lui, parce qu'en fait. En même temps, il y a beaucoup de Clermontois, un Dex Clermontois là-bas, donc c'est un match qui a une saveur particulière. Tes voisins, celui-là il est hyper important, c'est sûr. C'est évident. Les autres on s'en fout, mais celui-là. Comment on prépare un match comme ça? Ils ont fait 2 tournées de vous êtes prévenus que ça va chauffer, que ça va barder, qu'ils vous attendent. Ouais, après là, cette année, c'est vrai qu'il y a forcément eu des matchs un peu faciles, mais c'est vrai que c'est de plus en plus relevé quand même. Tous les week-ends, t'es un peu attendu, t'as les équipes qui viennent te frotter à domicile. C'est quand même chaud, même si là, on a tous regardé le match samedi dernier, on s'attend à ce que forcément ils sont un peu remontés. Comme vous dites, je pense que Pierre Mignoni va faire le reste cette semaine. Donc voilà, à nous d'avoir conscience de ça, de mettre, je pense, le même engagement qu'on a mis contre Toulouse déjà, pour pouvoir exister là-bas, c'est sûr. Moi, je pense que nous, de notre côté, enfin, tu me dis si je me trompe, mais on peut utiliser ce match de Toulouse justement comme un point positif, parce que il ne faut pas se leurrer. Si tu lisais la presse toute la semaine avant, on avait l'impression qu'on allait prendre une dérouillée comme jamais on avait pris. Et en fait, on s'est rendu compte que quand on a mis les ingrédients combat et tout ça dans ce match, il n'y avait pas tant d'écart que ça. Oui, de toute façon, on rivalise avec beaucoup d'équipes quand c'est comme ça. Je pense qu'on a eu ce sentiment peut-être un peu de peur aussi de passer pour des grands contre Toulouse. C'est ça. Et à chaque fois qu'on réagit comme ça, généralement, on fait pas des mauvais matchs. Donc il faut se redire, se remémorer un peu ce match et se dire que samedi, il faut y aller avec les mêmes intentions à Lyon. Et puis après, elle vient que pourra. Vous avez 2 belles revanches. On parlait de Coupe d'Europe tout à l'heure.
c'est que vous allez aller au Racing, et non, vous recevez le Racing et vous allez aller à Toulouse. Donc en fait, Racing, ouais. c'est deux équipes qui... Non, on y va au Racing. C'est deux équipes qui nous ont fait des misères en Coupe d'Europe avec, c'est étonnant, 9 points d'écart contre le Racing, 9 points d'écart contre le Stade Toulousain. Donc vous pouvez aller chercher votre revanche et aller chercher une belle qualification pour le top 14 là-bas. Ils nous ont aussi battu en top 14 le Racing à domicile. Mais on a battu Toulouse et sur le plan comptable, ça nous arrange bien, quoi. Ben, on va passer à Lyon d'abord. Je pense qu'il va falloir faire match après match. Là, on en a 6 qui arrivent. Un petit virage piquant. Faut pas sortir des 4, quoi. Quoi ? Faut pas sortir des 4. Non. On a pour objectif d'être dans les 6. C'est sûr que plus t'es haut, mieux c'est. Mais je pense qu'il faut quand même pas s'endormir, quoi. C'est pour ça que je pense qu'il faut viser les 4 et pas les 6. Et pour Puis on sait jamais, on a peut-être une jauge en fait pour l'émulation un peu du groupe. Je pense que c'est important de gagner ce week-end, de se sentir un peu remonté, voilà, de ne pas se sentir en danger peut-être, je sais pas, mais je pense pour le groupe, pour l'ambiance générale, je pense que c'est important de le dire. Bien sûr, puis, ça fait 15 jours, t'as un match, c'est une défaite. Hein. Oui. Mais c'était un bon match, c'est une défaite. Hein. Puis comme on dit, c'est à la fin que tu comptes les boosts quand même. Donc, Oui. on le sait que trop bien, on était champions chaque fois pendant des années. On n'avait pas gagné un titre avant 10 ans. Donc, et puis Elvis, honnêtement, regardez, en 2010, vous ne faites pas votre meilleure saison en plus. Ah, on est d'accord. Hein. Bah, c'est l'année où on mérite le moins d'être champion. La première fois qu'on va en finale, c'est contre le Stade Français. Le Stade Français, ils étaient 6e ou 7e, ils font une fin de saison extraordinaire, ils gagnent tous leurs matchs et ils nous battent en finale. C'est ça. C'est ça. C'est comme il disait Arthur, avec un peu de cœur et de couilles, ça va tout de suite beaucoup plus facilement. Ce qui fait qu'on aime Vous avez tous compris ce sport, justement, la teneur c'est que des discours d'avant-match. Voilà. On attend Des couilles les du sang. C'est vrai que, heureusement, qu'il y a encore de la place pour ça, pour renverser les montagnes. On n'était pas loin de renverser celle de Toulouse, donc il faudra renverser celle du loup qui nous attend. C'est un sport dans lequel il faut rester humble. Voilà, c'est ça. C'est ça. On va pas revenir, ou on est déjà un peu revenu sur la Coupe d'Europe, sur cette compétition plus que bizarre, encore une fois, qui s'est terminée par cette défaite contre Toulouse, mais on a presque soufflé, quoi, parce que c'est tellement bizarre. Je sais pas, vous en tant que joueur, quand tu t'attaques une compétition, tu joues 2 matchs et on te dit finalement on arrête là et on va attaquer par des 8e de finale. C'est pas le même format que d'habitude. Après, ça reste quand même la Coupe d'Europe et on a quand même envie de bien figurer à chaque fois. Elle est importante en plus à Clermont parce que pareil, il y a eu pas mal d'échecs dans le passé. C'est un trophée qui manque, ouais. C'est un trophée qui manque et je pense qu'on était tous bien dégoûtés d'avoir perdu contre Toulouse. Mais voilà, je pense qu'on est tombé sur meilleur que nous, faut savoir le dire aussi. Et puis voilà, faire le dos rond, puis continuer, essayer d'avancer, de progresser, et qui sait, on les retrouvera peut-être plus tard. Oui, c'est ce qu'il faut souhaiter. C'est ce qu'il faut souhaiter. Alors, je vous ai fait un peu bosser avant, je vous ai envoyé un petit message pour notre rubrique anecdote de vestiaire. Merci Ghislaine pour le jingle. Attention, le jingle. Bon, le dimanche dernier, il y a eu la guerre à un moment donné, il a fallu envoyer quelques chiffernazes, ça fait partie du jeu, on se régale. C'est joli, c'est très joli. Donc on va commencer par Elvis parce que. Pourquoi Elvis? Alors Elvis. Il y aura qu'Elvis, je pense, parce que ça va durer longtemps. Et moi j'en ai pas en plus, donc ça tombe bien. Elvis, Elvis, sans le savoir, en fait, il a déjà participé plusieurs fois à cette rubrique anecdote de vestiaire. Ça a l'air d'être un très bon client, donc écoute, on compte sur toi, on va t'écouter. Je pense que tu peux même te venger de certaines choses, on te racontera, il n'y a pas de souci. C'est pas comme je vais balancer un dossier. Il n'y a jamais rien eu de balance. Alors, pour petite anecdote, en fait, chaque début de saison, on faisait des tests, taille, poids, masse grasse, tout ça et tout. Bien sûr, dans la masse grasse, j'avais toujours un peu de difficulté. Et en fait, pendant des années, il y avait un type qui mentait sur sa taille. Mais vraiment. Mais je vous jure, je fais un 88, je vous jure et tout. Et le jour où on le mesurait, un 83.
Et j'ai dit, mais Bébert, qu'est-ce qui s'est passé? Je balance, c'est Bébert. Bébert, pendant des années, il s'est Non, mais vendu y a- comme y a- 1m88, le type. Mais j'ai jamais dit alors ça. qu'il faisait J'ai jamais dit ça. 1,83. Moi, c'était 1,86. C'était Et, sur c'était la troisse de Hubert Vidalin. Mais oui, mais en plus, Hubert regardez toute Vidalin, la 1,86. fiche. Par contre, après, une fois, il y a eu une erreur et qui a été reproduite longtemps, ça c'est vrai. Mais ok, il a jamais mais menti. je n'ai jamais. T'as jamais démenti. Si, si on me Il y demandait, a je quelqu'un disais. qui t'avait précédé là-dessus, Alex. C'est un... Patlade. C'est Jean-Pierre Rive quand même. Jean-Pierre Rive, c'était la légende, quoi, casque d'or. Et tu regardais sur toutes les stats là. Jean-Pierre vrai. Rive, 1m82 ou 3, ou je sais plus. Ouais, tu Jean-Pierre parles. Rive, il fait 1m75 à tout casser, je pense. C'était Et c'est un jour, le berbisme. feu mon père en l'arbitrant. Jean-Pierre Rive à côté de lui. Putain, mais il est petit, Jean-Pierre Rive. Qu'est-ce qui se passe quoi. Donc la Non, mais légende, elle le- était tombée comme ça. Mais donc tu vois, Alex, tu étais Le pas... problème qu'il y a avec Elvis, c'est que des anecdotes de vestiaire, il faudrait faire une émission que de ça. Et encore, Mais je pense qu'on va en l'émission faire rallonge. une, Parce que, Non, on peut spécial. pas, on peut pas, ça prendrait trop de temps. C'était bon de les retenir et tout. Quand même. ah ben attends, Mec, on avait un Et cahier. toi, Parce que, Bébert. on avait un cahier. J'ai écouté parler d'un cahier, moi. Ouais, c'est ça ou vrai, pas c'est vrai, il y en a, ouais, c'est vrai. C'est vrai, il existe toujours en plus. Et on avait même, en fait, Qui là je peux pas balancer. On avait même fait un mur. Ouais, ça me fait rire. Hein. C'est vrai, il y avait un mur. Non, un mur avec, c'était marqué toutes les vermelades. C'est toutes les années que je sortais. En fait, je suis le Bernard Pivot. J'aime bien inventer la langue française, c'est pour ça. Tu sais que je crois qu'on a trouvé un nouveau là. Ah. Et en plus, ça a fait une Péloche. Ah Très ben, bon. ouais, mais vas-y, balance. Alors vas-y, Arthur. Non mais Péloche il en sort tous les jours je crois, mais Raph à chaque fois il dit qu'il te ressemble beaucoup du coup par rapport à ça. Et là ce matin il a sorti on va pas mettre les clés sous le sapin ou un truc comme ça. Il a ni queue ni tête, mais il en sort tout, mais Voilà, Raph qui a Elvis, très bien Elvis, connu Elvis a dit qu'il ressemble beaucoup. Donc, C'est un peu. C'est ton fils Pas spirituel. dyslexique, mais tu vois, il s'emballe un peu. Quoi. Il y a trop de mots qui sortent en même temps. Quoi. sur la table de kiné là tu vois. Trop de mots qui sortent en même temps. Péloche c'est Ouais, ça vient de Félicie. Adrien Félicie. Et non, je ne parlerai pas anglais pour la petite peu d'anecdote. Oui, beaucoup. I don't speak English, I'm so sorry. Très drôle. Alors, Ah ouais, il y avait quelques discours dans Arrête, toi, ça suffit, Alexandre. Moi, je descends. Je balance d'autres dossiers, Alexandre, ok? Bah, Elvis, tu parles en anglais. Non, en fait, si tu veux, il y a eu plein de faits en fait où on m'a obligé de parler en anglais. À un moment, je vais faire une interview en anglais. Mec, je vais faire une interview en anglais. C'est Neil McLaren qui me fait bah, il faut que tu ailles voir. Par contre, c'est un mec de Manchester. Déjà, moi, j'ai pas trop compris. Donc, j'y vais avec Jason White. Et Jason White qui était qu'avec. Je trouve qu'il avait la larme à l'œil. Jason White, le mec le parle, je regarde, je n'ai rien compris. Je me tourne vers Jason, il fait moi non plus. Tu fais comment? Ben là j'ai dû meubler, machin, I'm fucking happy for my team. Un gros moment de solitude. Fucking happy for my team. Il se débrouille. Non, mais le mieux c'était les discours d'avant-match. Non, je ne dirai rien. non, Elvis, t'as pas quand même un gros dos sur Alex parce qu'il en a quand même balancé sur toi. T'as pas Non, un dos j'ai sur balancé Alex. J'ai balancé quoi sur lui? Qui était à l'aise en anglais? Bon, il le sait. On vient de le voir. Là, regarde, fais un petit zoom sur sa tête. tu peux Il a reprendre les peur, il est émissions. tout blanc, regarde, on dirait une merde de l'outil. Il salive des dents, il a un peu peur là, tu vois. Tu reprends les émissions, il n'y a rien de balancé. Il est tout humide du front. Et pas du front, tu vois ce que je veux dire. Je suis très zen. Oui, pour répondre à Tifosi 7, qui est Péloche, c'est Adrien Pellissier. Voilà. Ouais, qui est un sacré phénomène. Voilà. C'est un animateur de vestiaire alors. Ouais, Et c'est. Arthur, t'en as pas une croustillante là récente? Bah, ce matin il a sorti. Hein. C'est tout frais ça. Ouais, mais- C'est tout frais du jour. Ah ouais. Bah, après, si tu me rappelles fin de semaine, il en aura sorti Il y en deux, aura trois une autres, autre. je pense, ouais. Ouais, ouais. Tu commenteras l'émission. Ouais, si tu veux. La dernière. Ah ouais. En anecdote de vestiaire, je vois le stade nous manque, mais le Mac d'Elvis aussi, de grand moment. Salut Kiki, salut les loups. Ah, ouais. Tu faisais ça. Ça c'était bon. Là, on a bien rigolé aussi. Hein. Avec les Nacho, le catcheur mexicain. C'est bon, de la show. Ça, Les Nacho. ça c'était venu. Participé, toi, Alex. On était avec Laurent Manueli. Première fois, on voit arriver Clément Ric. Oh, il est On voit avec dégueulasse. Clément Ric. Tout jeune espoir, on ne sait pas, on l'a jamais vu, on ne savait pas qui c'était.
On va arriver, il est voir l'ostéo, on était penché, traînait trop chez l'ostéo. Il était comme ça. Il est arrivé, il était tout traviole et tout, puis on regardait un peu bizarre, un peu bedonnant, c'est corps un peu juvénile, mais voilà, en train de se former, pas encore pilier, un peu grassouillé, un peu tout. Je me suis dit, oula, et là je sais pas ce qu'il y avait Mario Desma qui était sur internet, il me dit, mais il y a un acteur, un mec qui fait du catch, je sais pas quoi, comment il s'appelle et tout. Quoi. Et là, Laurent Magnoli, il dit El Nacho. Il a retrouvé tout de suite. Super Nacho, avec sa cape comme ça, sa stache, son slip dégueulasse. Il bouge pas la moustache là. Ouais, ça n'a pas dû le quitter le pauvre après. Nacho, maintenant, Nacho. Je le vois quand je le vois, il me dit, il y a quoi qui l'appelle comme ça. Quoi. Toi, il dit. Il faut glisser l'info à Lyon. Et il y avait quand même une autre actualité. Merci pour ces anecdotes croustillantes, les gars. C'est les filles de l'équipe de France qui nous ont fait un deuxième match à 50 grains. Et puis en plus, assez agréable à regarder parce qu'il y a eu des très belles actions. Elles ont peiné un petit peu à l'entame de match. 15 minutes, compliqué. Et puis et après, les Irlandaises ont pris la marée. On a vu des belles phases de jeu. Je ne sais pas si Elvis, toi, tu as un œil un peu sur le rugby féminin. Si, un œil rugbystique. J'entends bien. Si, parce que j'avais participé justement, on en parlait tout à l'heure, avec un MAC justement sur le rugby féminin. Donc j'y attache beaucoup d'importance. Je trouve que c'est un rugby qui est en train de prendre vraiment un essor hyper important. Le rugby féminin, c'est plus le rugby féminin d'il y a 30 ans. C'est un rugby féminin qui est attractif, qui est plaisir à avoir à jouer. On sent un peu la patte Chiro devant, où c'est un peu combative, tout en jouant un peu rugby. Ça relance dans tous les sens. Je trouve qu'elles sont en train de franchir un cap qui est vraiment bien, je trouve. C'est limite du semi-professionnalisme pour la plupart. Donc, c'est là où le bas blesse, moi je trouve. C'est que elles n'ont pas cette reconnaissance, je pense. Il y a beaucoup de filles qui s'emploient, qui s'entraînent beaucoup et qui ont encore les statuts amateurs, Et là, il y a un vrai fossé entre le rugby féminin, même si, tout à fait d'accord avec toi, c'est plus le rugby d'avant. Il a franchi plein d'étapes, mais néanmoins, dans la manière d'être considérées, les sportives rugby woman sont mal considérées. L'annulation de la Coupe du Monde en est la preuve première. On a débattu il y a un petit moment dessus, mais Et je pense que d'ailleurs les Françaises, elles en avaient gros sur la patate sur la Coupe du Monde, on en a parlé avec Sam un paquet de fois. Et que là, c'est un peu, on sent une forme un peu d'exultation, de revanche. Donc, alors on attend avec impatience le match final, contre les Anglaises. Je crois que le crunch de samedi. Ça a été très très dur dans le vestiaire. Moi, j'en ai parlé avec Sam pour évacuer le fait qu'il n'y avait pas de Coupe du Monde, qu'une partie du groupe, certaines avaient décidé de faire autre chose sur la saison suivante. Donc entre Annick et Sam, ça a beaucoup discuté avec les filles et elles se sont remotivées là-dessus. Alors moi j'ai une question, c'est qu'ils ont fait rentrer beaucoup de filles qui venaient du tournoi à 7 là, ce week-end contre les Irlandais. On a eu 15 minutes. Deux centres, là. Greg dit 10, moi je dirais même entre 15 et 20 minutes qui ont été un petit peu compliquées. Est-ce que pour aller jouer ces Anglaises qui sont quand même plus lourdes, plus toniques, qui jouent beaucoup devant, ils vont changer l'équipe? Est-ce qu'ils vont sortir ces filles qui sont un peu des feux follets, ces filles du 7? Ou est-ce qu'ils vont repartir comme ça? Et ma dernière question, c'est qu'il y a une jeune qui s'appelle Émilie Boulard et qui est en train de percer. Donc, est-ce qu'elle va prendre la place de notre Jessie locale? Jessie qui a fait des apparitions à l'aile, qui était remplaçante aussi sur le grand dernier match aussi, donc qui est rentrée parce qu'elle s'est blessée. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais. Après là, tout est à faire après de travail de coach et de vidéos et des matchs qu'ont fait les Anglais. Le job du coach, ça va être de mettre tes points forts face à leurs points faibles. Alors, est-ce qu'il vaut mieux alourdir pour contrer leurs points forts ou est-ce qu'il vaut mieux accentuer pour pouvoir les contourner? Dynamiser pour contourner, non. Là, c'est des coachs. Vous faites quoi, les deux coachs? Honnêtement, sans avoir vu le match des Anglais, alors moi, je n'ai pas vu le match des Anglaises, pour être très honnête. Je sais que c'est une équipe qui est costaud, pour avoir vu jouer les dernières, mais cette année, je ne les ai pas vus jouer, donc là, je vais dire Joker. Mais
sur une dynamique positive, moi j'ai bien aimé le côté vivant et intenable, donc je partirai là-dessus. On a vu de très beaux gestes. Maintenant, c'est difficile de changer une équipe qui gagne quand même en mettant en plus avec un retour comme ça. Puis le rugby à 7, c'est quand même aussi un sport qui est quand même à part, où tu travailles à haute intensité, tu as un maximum de rôle, il ne faut pas que tu tombes par terre, tu rebondisses, tu tombes sur des solides tout en évitant, en jouant debout. Donc c'est un peu le profil de jeu qu'a actuellement l'équipe de France féminine, et je pense que c'est sur quoi il ce faudrait sera peut-être continuer. l'option de contourner ce gros paquet d'avant. Hormis le temps qu'il fera, toujours, parce qu'il y a aussi une part importante, c'est le temps. C'est que si Hydrache, tu ne mettras pas des coureurs, tu mettras des solides pour pouvoir contourner, pour pas bloquer. Il y a plein d'éléments donc, qui rentrent en ligne de compte. Arthur, le rugby féminin, tu suis un peu? J'ai pas regardé ces matchs-là, donc c'est pour ça que j'ai laissé parler de professionnels. Mais non, j'ai pas du tout regardé. Ça m'est arrivé de regarder, mais j'espère qu'ils vont bien finir et gagner pour leur permettre un peu d'oublier un peu cette non-coupe du monde. Ce serait bien pour eux, je pense. Ouais. Tu soutiens les filles de Romagna, tu vas les voir de temps en temps? Non, franchement, C'est interdit. Tout de suite. Ouais, déjà c'est interdit, mais en plus je t'ai sauvé la vie quand même. Ça serait te mentir, mais non, je vais pas. Hashtag soutien troisième mise. C'est le mot ça. T'inquiète pas, je te lâche pas, bébé. Si vous avez besoin d'un alibi, appelez Elvis. Vu que l'heure tourne, Jean-Luc, je vais te laisser parler un petit peu de Pro D2 rapide, s'il te plaît, parce que si on veut avoir le temps de terminer avec les photos souvenirs. La Pro D2, c'est hyper chaud. Devant, on sait que Vannes et Perpignan vont se sauver. Après, pour être entre 3, 4, 5 et 6, il faut quasiment aller jusqu'à Béziers qui est 9 et qui peut aussi rentrer dans les 6. Donc ce sont des matchs très très chauds. Derrière, je pense que c'est fait, on en parlait en off pour Soyaux, oui. C'est compliqué, même si comptablement ils peuvent s'en tirer. Par contre, aujourd'hui, entre Rouen et Rouen, Aurillac, Provence et Valence, c'est un point. Ça va être compliqué quand même. Les Cantalous ne sont pas sauvés. Hein, les Cantalous ne sont pas sauvés. En plus, ils ont fait un début de match qui était quand même pénible. Et puis bon, on parlait tout à l'heure de la touche et de fait, entre guillemets, de la trouille qu'on pouvait avoir à perdre ses ballons en touche, etc. Mais Aurillac, c'est sur un match. C'est aujourd'hui la trouille vous avez connu ça dans des moments difficiles où on flirte un peu avec la relégation. Et aujourd'hui, on sent bien que les Cantalous jouent avec la trouille. Et en regardant Aurillac, c'était vendredi soir, je m'interrogeais s'il n'y avait pas un gros travail de fond à faire à Aurillac maintenant, parce qu'ils sont toujours bâtis un petit peu sur les mêmes choses. Un président qui est là depuis un certain nombre d'années, même si c'est lui qui est... Et c'est pas une critique du président, c'est lui qui tient la boutique, c'est lui qui tient les finances, etc. Mais là, c'est réellement pour moi une vraie fin de cycle pour Aurillac. Ouais, il y a fin de cycle, c'est sûr, et qui a été amorcé avec le départ de Jeremy Davison. Oui, ça a fait mal. À Bordeaux, je crois. Bordeaux après ça. Donc ça a été le premier pas. Mais c'est sûr qu'ils sont sur un schéma Aurillac qui est un peu, pas passéiste, c'est faut dire ça, mais qui est un peu à l'ancienne quand même. Et c'est sûr que ça reste l'un des plus petits budgets du championnat. Si je me demande, c'est pas même le plus petit budget de Pro D2. Je suis pas sûr de moi, mais ça ne va pas être loin. Donc, et hélas, après, il y a des réalités économiques que ce soit dans les structures d'entraînement, dans les possibilités de recrutement, de recruter des jeunes, de les entraîner comme il faut. Donc, c'est pas évident. Et puis quand je dis comme il faut, ça veut dire que c'est pas qu'il n'y a pas des bons entraîneurs, c'est qu'après, ça devient tellement hyper spécialisé que il faut des spécialistes de tout presque. Et même si Roméo Gontinia qui fait un gros boulot et que ça se passe très bien, mais il n'est pas non plus que magicien, quoi. Après, ils ont vraiment de gros buteurs, ce qui faisait la force d'Aurillac aussi. C'était des gros buteurs, avec Maxime Petitjean à l'époque. Tu vois, ils arrivaient toujours à tenir la tête au dehors de l'eau, justement, grâce à Maxime, d'ailleurs, qui l'année prochaine rejoindra à 100%. Non, je dis une bêtise, pardon. Je parlais de Julien Dupuis, je confondais, pardon. Qui va rejoindre Toulon 100% l'année prochaine, voilà, je confonds. Ouais. Je dis rien. Merci. Merci Alex, c'est intéressant. Moment intéressant. Voilà.
Ce qu'on peut dire, c'est que pour se sauver, jamais une équipe de Pro D2 n'aura dû afficher autant de points, puisqu'aujourd'hui, ils ont dépassé les 44 points. Ouais. Et quand on reprendra les historiques de ceux qui descendent de Pro D2, avec ce nombre de points, jamais c'est arrivé. Ouais, ça n'a jamais été aussi serré. Sachant qu'en plus, le 15e n'est pas encore descendu, puisqu'il va aller affronter un match de barrage. C'est chaud pour Aix-en-Provence, il y a moyen qu'il c'est ce que j'allais dire, parce qu'on parle de Aurillac, mais Aix-en-Provence, c'est un des budgets les plus gros de Pro D2 pratiquement. Ils ont des stars. Ils recrutent des stars encore pour l'année après. C'est compliqué s'ils se retrouvent en. Je pense qu'ils vont s'en sortir, mais on voit que même avec un peu d'argent, ça fait c'est sûr, mais tu prends Rouen, c'est pareil, avec le président qui vend les palettes, là, qui est blindé aussi. Mais t'as vu qu'est-ce qu'ils ont comme entraîneur, t'as vu qu'est-ce qu'ils ont comme. Ils ont des joueurs d'expérience, ils ont le Fabézy, ils ont Rado, ils ont des mecs qui ont un certain vécu, troisième ligne pareil, derrière pareil. C'est un championnat qui est âpre, et puis des fois tu as vite fait de laisser des pions là où il ne faut pas. Et pardon, j'ai dit une bêtise, le match de barrage, je pensais au top 14. Parce que là, ce qui est intéressant, c'est aussi que chaque week-end, ça se bat à la boulet rouge. Carcassonne qui a été gagné justement à Aix, ainsi de suite. Ça va vite dans les deux sens. C'est loin d'être évident. On en parlait avec mon pote Charlie Cassan qui jouait ici avant, qui est à Oyonnax, il m'a dit je préfère limite jouer à l'extérieur maintenant en Pro D2. C'est Oyonnax, c'est un parfait exemple, il gagne beaucoup plus à l'extérieur qu'à domicile. Tu as une pression positive, c'est-à-dire que c'est pas grave. Je pense que maintenant ils s'en foutent d'aller jouer à l'extérieur, ces clubs-là, et du coup on voit qu'il y a pas mal de victoires à l'extérieur. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de l'USAP et de Vannes, mais quand vont arriver ces matchs de demi-finale et de finale, peut-être que ceux qui avaient fini 4, 5, 6 viendront taquiner ceux qui passent pour les favoris tout de suite. Colomiers, ça peut être une équipe de phase finale aussi. Tu n'aurais pas l'idée que l'année prochaine, si tout va bien, que les stades peuvent se re-remplir. Je pense qu'il y aura un vrai impact des stades, on verra le vrai impact des stades. Au niveau comptable, je pense qu'il y aura moins de victoires à l'extérieur. Bien sûr. C'est très marqué et ancré chez nous quand même. Pour voir la fin de la saison, mais à mon avis, cette année, le pourcentage de victoires extérieures, quand même. Les enfants, je suis obligé de vous couper sur la Pro D2. On va enchaîner sur notre petite rubrique photo souvenir. On a une photo pour Elvis et une photo pour Arthur. On a, voilà. Quand il est à l'aéroport, quoi. Donc on a une photo pour Elvis, Ghislaine, si tu peux me la retrouver. J'ai peur. Avec. Je ne suis pour rien. Il n'est pas au courant. Alex n'est pas au courant, je précise. Il n'est pas au courant. Donc là voilà. Donc dans ton dos. Donc c'est une bonne vieille capture d'écran à la Arnaud Carias, vous m'excuserez pour l'honnêteté. Vous remarquez que quand mais par contre, je me suis dit que c'était obligé qu'on revienne sur cet épisode-là, parce que je pense que ça aura été un fait marquant. Là, c'était chaud. J'ai vu. Donc les deux compères n'ont pas été sur le plateau. J'étais complètement désinhibé, et j'étais attiré par le côté amical, donc je mettais des. Je les molestais un peu, tu vois, de façon amicale. Tu peux nous faire la chronologie de cette fameuse journée, parce que je crois que vous êtes déjà arrivé sur le plateau dans des conditions particulières. La chronologie, c'est qu'on s'est retrouvés au stade. Au stade le matin à 8h. Fern, il nous dit vous venez tous à 8h au stade. Là, je vois arriver Julien Mazieux, un Maori, et tout en marqueur, partout sur tout le corps. Mais du marqueur permanent. Indélébile, quoi. Je vois arriver, je dis même pas peur. Pas mal, quoi. Je vois Alex Lapendry assis sur en fait, avait une tenue à. Non, c'était pas. Non, c'était. Je confonds avec. Bon, après, je vais comme le dire, mais c'était. La veille, on avait rendez-vous avec des partenaires et compagnie, et on avait une tenue à voir. Et je vois Alex Lapendry assis sur la table kiné, complètement perdu, le regard hagard, avec un pantalon beige et une chemisette rose. Et tout était un truc de armor, machin. Et je dis, mais Alex, qu'est-ce que tu fous Pieds nus. On a rendez-vous pieds nus. On a rendez-vous là, c'est. Je dis, c'est quoi ces fringues? Il me dit, je sais pas, c'est pas à moi. Donc il est parti comme ça, Mais c'est vrai que cette journée-là, on avait
on s'était beaucoup hydraté. Place de Jaude, là, place de Jaude. On avait notre gros Martin qui avait voulu conduire le tram. Non, attends, c'est que les mecs nous appellent, venez. On disait non, mais là, ça va être n'importe quoi. Et tout le monde dit, Non, mais avant, on va au bar. Quand on est au bar, pour monter place de Jaude, on prend le tram. Ah oui, on a pris le tram. Martin Chelso se couche comme ça sur la voie de tram. Le tram. Et il fait. Je veux conduire. Et le mec fait. Non, si, je veux conduire. Il a fallu la porte, il a tout fermé. Le mec s'est schié dessus. Il nous avait une place de jaune. C'était génial. On fait la bringue, machin. Et Et là, il avait déjà le aussi chapeau qui de nous cow-boy, appelait non, toutes les ça 2 minutes. C'était J'ai dit, non, génial. mais j'ai envie de C'était faire un génial. truc. J'ai dit, là, ça va être du n'importe quoi. On buvait les magnums de rosé à la paille. Il me dit, non, venez, tant pis, on assume, venez quoi. Je dis, comme vous voulez. Et là, il y avait une camionnette de police qui était là, qui était avec nous au cas où quoi. Et on leur dit, Faut qu'on monte à on France 3. prend la camionnette, on va à France 3, on revient. Ouais, classique. Hein. La base. Les mecs m'ont dit, ok, mais quel sur le contact. On est monté, alors je sais plus, on t'a pas dit ok. Non, il a pas dit ok. Là, il y a eu de nouveau. Je veux conduire. Et le mec, il a fait. Ah, ça va pas être possible. Ok, mais je monte sur le toit. On est parti en camionnette. 130 bombes sur le bordel, le toit, il. L'amortisseur, il coulait. Donc on est monté là-haut, puis après on a vu le résultat. On avait fait plus de 48 heures de bringue non-stop. On arrive, on est fatigué. Et après, il nous dit non, mais vous verrez, ça sera sympa. Et là, on arrive, il est habillé nickel, on arrache la cravate, on met des grandes tartes dans le dos. T'étais On pas prend le intéressant. extincteur, on lui balance de la gueule. T'étais pas intéressant, tu parlais avec la grosse voix, t'étais. C'était un très Je bon moment. pense que c'était un grand moment de c'est solitude énorme. pour le présentateur qui Il m'a était dit avec après, aussi, il m'a dit après, on a eu un peu peur. Quand on les avait déboulés quand même, parce que c'est quand même que des grosses bêtes qui se lâchent un petit peu. Il m'a dit, avec un peu de recul, tu dis ouais. il dit, c'était pas hyper fin quand même. Qu'est-ce qui va se passer? Une question les gars, parce que tu parles de Martin, est-ce qu'il avait ce fameux chapeau de cow-boy aussi quand il a... Parce que Il avait une perruque. Il avait une perruque blonde. une perruque blonde, tu sais, à la Tony Vérel, un peu dégueulasse, tu vois. Et puis avec le chapeau de cow-boy, moi je me souviens, j'ai regardé cette émission en direct, je pleurais de rire. J'ai dit putain les salauds, ils ont pas eu soif quoi. Non, ça n'a pas eu soif. Un peu, il n'y a qu'à avoir été de combat, de toute façon. Oui, c'était énorme. Là, vous étiez confit en fait à ce moment-là. Ah, là, T'es con, c'était pas le bon intéressant. On était bien. C'était bon ça. C'était une belle émission de philosophie. Bon, Grand moment de merci. Bon, l'autre photo maintenant, l'autre photo. Ça nous fait du bien. Et là, on va voir une autre photo qui concerne par contre Arthur et ses très jeunes années. Donc merci Ghislaine si tu peux envoyer. Voilà. Donc est-ce que vous arrivez à détecter Arthur sur cette photo? Quand tu cherches un grand, C'est pas compliqué. C'est le plus grand. plus grand à gauche ou à droite, c'est pas même 15. Non. Il est là. C'est toi, Arthur? Ah mais Arthur, est-ce que sur la photo là, t'étais aussi bourré qu'Elvis sur la photo d'avant? Il est là. Ouais, putain, là j'étais grand. Le maillot aussi, t'es grand. Donc là, c'est quelle catégorie là? C'est minime, Benjamin, je sais plus. Ouais, devait être en minime, je pense, ouais. Ouais, minime avec. Ça joue à 15, donc minime. Ouais, minime, on avait une équipe. Putain, c'est Donc, bizarre de revoir les têtes des mecs, quoi. On remercie Monsieur Lenoir pour cette belle photo, Entraîneur qui ici, est ouais. l'entraîneur T'as des mecs de l'époque. que t'as encore Donc en là, contact, avec ou, l'équipe de Ouais, Morlas. il y en a quelques-uns encore en contact. Après, on ne voit pas très bien sur la photo. L'équipe de Morlas, donc la spécificité du stade de Morlas sur lequel tu as joué, toi. Ouais. Je crois qu'il y a une anecdote un peu aussi. Avec... Ouais, il est en pente, le terrain, c'est incroyable. Il est, Jacques Aurillac. mais bien en pente, franchement. Ouais. Ah ouais. Aurillac est 2 mètres. Il est aussi un peu Mais- incurvé. Franchement, je pense Morlas, je connais pas. je pense que c'est à peu près pareil. Ouais. Franchement, c'est impressionnant. Moi, ils jouent plus au même endroit du coup maintenant, mais, Ouais, ils ont un nouveau stade. mais c'était des belles années, ouais. Ça remonte un peu. Nostalgie. Il y a une Peut-être qu'il question, m'irait les gars, le maillot il y a une question sur le forum qui demande à Arthur s'il y a des similitudes entre le titre de 2010 et 2017. Vous avez t'as une anecdote, grosse anecdote comme ça en Niveau 2017, bringue. Ouais. Des grosses, j'en ai des grosses après, ce que je peux dire. Ah non, il faut que ça reste Non, Ce qui non, se non, passe en interne reste en interne. Non, ouais, franchement, on a fait. J'ai jamais fait autant la bringue, je pense. Une semaine non-stop. Franchement, c'était. T'as attendu un peu partout, c'est. Vous avez terminé en Espagne quand même, vous, la bringue. Ouais, putain, j'étais pas moi.
Ouais. Ils ont fini à Ibiza, pour te dire. Le président avait promis qu'il nous inviterait à Ibiza. D'ailleurs, les 2 premiers matchs, ça se sentait que c'était la préparation, c'était à Ibiza. Ouais, c'est un peu compliqué après. Ouais. Pas de méchant, mais 2018. 2018 Le début, là, tu sentais qu'il y a eu un petit mois de retard à l'image. Quoi. Ouais. Ouais, c'était énorme. La fête, c'était trop bien. J'ai une photo là. Ah bah là, ouais, c'est bon, là je te vois là. Ah ouais, t'avais mon petit frère en plus là. Ici, il a rien à faire. Alors C'était la crue, c'est bon ça. C'est Louis. C'est Louis. Ouais. Un Ituria peut en cacher un autre. Il y a Payot, le papa. USM. Ouais, il a joué, mais il a arrêté maintenant. Ouais. Il est resté un peu dans le rugby, mais un peu comme il aime bien ce que tu fais toi là. Ouais, mais tu sais, plus sur des projets de club entiers. Il est plus là-dedans, lui. Ouais. Il est dans le rugby, lui. Ouais, mais merci en tout cas pour ce petit retour sur Morlas. Un petit clin d'œil d'ailleurs à nos copains de Morlas. Et d'ailleurs, c'est la femme à Domingo qui s'occupe de l'école de rugby. Ah oui, Morlas, celle qui est présidente, je crois même d'ailleurs. Elle s'occupait de 8 ou un truc comme ça, et je crois qu'elle est passée. Parce qu'ils habitent Ils habitent à Serre-Morlas, je crois. À Serre-Morlas. Ouais, mais c'est juste à côté de Pau, c'est à 10 minutes du hameau, Morlas. Très bien, merci pour ce retour sur Morlas et puis à Elvis sur cette folle journée, la folle journée du titre qui a terminé sur le plateau de France 3. L'heure a tourné, mais bon, voilà, on a passé un super moment avec vous. On a essayé de relayer un petit peu vos commentaires, même si ça défilait pas mal. C'était évident. On voit que Elvis a toujours son fan club et Arthur aussi, qui est attendu comme le Messi sur la pelouse maintenant. C'est lui qui va d'ailleurs nous ramener les balles en touche tout seul. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est trop beau. Ouais. Donc merci de nous avoir suivis ce soir. Merci Alex aussi d'être fidèle avec plaisir. La loutre en Corse. Merci les amis, merci à Arthur, c'était un régal de te recevoir. Et Elvis, bien sûr, voilà, comme d'hab. Le roi du dossier. Voilà, c'est ça. Et en plus des t-shirts et des couteaux, maintenant il fait les alibis aussi. Mais si je suis invité, je te promets une chose, si je suis invité, je vais choper des dossiers sur toi, mec, qui va charger comme jamais t'as chargé. Parce que je connais du monde, moi, tu sais, on l'a pas. Ça, trouver des dossiers sur tout le monde, c'est facile. On devrait pouvoir. Bébert, tu sais que. Ça, c'est facile, c'est facile. C'est pour ça que tu me regardes en salut. Tu fais des olives du cul, mon bébé. Toi aussi. Mais je sais, moi aussi. Mais ouais, mais moi, tu sais, Bon, merci en tout cas pour ce super moment qu'on a passé ensemble et merci à tous ceux qui nous ont suivis. On vous retrouve dans 15 jours pour Rocarverne et d'ici là, on espère trinquer à la victoire de nos Jonard au loup. Et salut mon ami Jean-Luc. Un grand merci à Arthur d'avoir donné de son temps puisqu'il va reprendre du service avec un match hyper important, donc je sais pas, ça se dit pas, mais bonne chance pour le match de ce week-end et j'espère que vous ramènerez beaucoup de plaisir à tous. Tu l'as vu, tous ces supporters qui sont là et qui avec impatience attendent de rentrer au stade Marcel Michelin. Et le plaisir que vous pouvez leur amener, c'est la victoire. Tu peux passer, si tu es capitaine, passe le message à tous les copains. Merci à tous, bonne soirée et à bientôt sur Rocarverne. Ciao. Après je tout, hein. Ciao.